Je voudrais vous parler aujourd'hui de Versailles, vous parler des jardins de Trianon, mais avant de parler de Versailles en particulier, je voudrais évoquer devant vous, de manière plus générale, la problématique du jardin historique et même du jardin tout court. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un jardin ? Je crois qu'il faut reconnaître que toute œuvre humaine, qu'il s'agisse d'un tableau, d'une sculpture, d'un bâtiment, mais aussi d'un bateau, d'une machine, et je dirais ça va du moulin à vent jusqu'au téléphone portable, est constituée de l'assemblage plus ou moins élaboré et plus ou moins complexe de matériaux naturels, eux-mêmes plus ou moins transformés. Alors, qu'est-ce qui différencie un jardin des autres œuvres humaines ? C'est que parmi ces multiples composantes, le sous-sol géologique, la terre, la pierre, le marbre, le sable des allées, le fer des grilles, le bois des treillages, qui sont tous des matériaux inertes, il possède également une composante radicalement différente, celle du végétal, parce qu'elle est vivante. Alors on dit souvent, c'est un peu un pont aux ânes, c'est un peu une tarte à la crème, mais que si les autres œuvres de l'homme se déploient dans les 3 dimensions de l'espace, la longueur, la largeur, la hauteur, le jardin s'inscrit quant à lui dans une 4e dimension, celle du temps, et que cette 4e dimension y introduit alors une spécificité toute particulière, celle du dialogue entre l'inerte et le vivant, entre d'un côté ce qui serait permanent et immuable, et de l'autre ce qui ne serait qu'éphémère. Il introduit également cette réflexion sur la façon dont ce dialogue, dont cette dialectique entre l'inerte et le vivant a pu évoluer dans le temps. Là, la vue que vous avez sous les yeux, c'est un jardin qui a évolué dans le temps. On peut peut-être baisser un tout petit peu la lumière, est-ce que c'est possible ou pas ? Donc, c'est un jardin qui a évolué dans le temps. Et finalement, est-ce que c'est encore un jardin ? Est-ce aussi réellement ce jardin qu'a voulu composer et réaliser celui qui l'a ici conçu il y a 1, 2 ou 3 siècles ? Et bien évidemment, se pose la question autour de laquelle tournent tous nos métiers appelés à intervenir sur le patrimoine artistique, qu'il s'agisse des arts plastiques, bien sûr, la peinture, la sculpture, l'architecture, mais aussi les arts du spectacle, le théâtre, la musique, la danse et même la littérature ou la poésie. Cette question, Benjamin l'évoquait à l'instant, c'est celle de l'authenticité. Est-ce que c'est encore ici un jardin historique ? On a de grands chênes qui, à l'œil, ont été plantés il y a un peu plus de 2 siècles. On a au-dessous des bouquets d'ifs qui sont à peine centenaires. On a enfin un sous-étage très clairsemé et pas même cinquantenaire d'une génération spontanée d'érables filiformes. Et ce jardin que nous avons sous les yeux, qu'a-t-il encore finalement à voir avec la présentation qui pouvait être la sienne il y a 1, 2 ou 3 siècles ? Comment en apprécier alors l'authenticité ? Est-ce encore l'authenticité de l'œuvre de l'homme, de l'œuvre des hommes, de ceux qui en furent les créateurs et les commanditaires ? Était-ce là leur réelle intention de parvenir un jour à ceci quand ils l'ont voulu et quand ils l'ont réalisé ? Est-ce au contraire déjà l'authenticité de l'œuvre produite par la nature ? Est-ce sinon l'authenticité, voire pourquoi pas la beauté de l'œuvre de l'homme en voie de transformation, en voie de destruction par l'œuvre de la nature, avec toute la dimension philosophique et poétique que l'on peut y trouver, une sorte de poésie de la ruine végétale, comme une sorte d'Hubert Robert jardinier. Et puis, une autre question ici primordiale, cet objet est-il beau ? Oui, non. Est-il moins beau que quand il était jeune ? Est-il plus beau que quand il était jeune ? Et on connaît de beaux vieillards qui sont parfois plus beaux que certains enfants. Mais est-il conservable en l'état ? La réponse, elle est dure, elle est cruelle, elle est triste, mais la réponse, c'est non. Ce jardin est bien irréparable, ce jardin, c'est une épave, et cette épave, vous l'avez peut-être reconnue, c'est Versailles. Et cette photo, elle n'a pas été prise il y a 30 ans, il n'y a pas 3 ans, elle a été prise il y a 3 jours, c'était vendredi dernier au Bosquet du Miroir, à moins de 300 mètres du château. La question de l'authenticité est-elle alors, en matière de jardin, une fausse question du fait de cette spécificité, du fait de cette temporalité du matériau vivant ? Un jardin n'aurait-il donc pas de réelle authenticité ? Un jardin serait-il obligatoirement un faux, dont l'authenticité se limiterait à ses composantes inertes, la terre, la pierre, le marbre, tout ça c'est du solide, les murs, les soutènements, les escaliers, une sorte de jardin de maçon. Se limiterait-elle sinon à son archéologie, à ce qui est sous le sol, les drainages, les canalisations, les tuyaux, une sorte de jardin de plombier ? Ou pourrait-on dire, en allant plus loin dans l'horreur,
un vrai jardin d'architecte. D'autres se sont aventurés à penser qu'un jardin, ce serait avant tout, voire exclusivement, une mémoire. L'histoire des jardins est une discipline récente, mais il faut reconnaître que depuis un demi-siècle, certains ou certaines s'efforcent très méthodiquement d'en défricher peu à peu la jachère par de multiples recherches, publications et enseignements. Mais si l'histoire, par sa connaissance, reste bien le carburant de base de toute intervention sur un objet patrimonial, quel qu'il soit, jardin ou autre, ce n'est pas elle qui peut provoquer d'elle-même l'étincelle qui va mettre en route le moteur de l'action. Quel sens cela a-t-il de vouloir restaurer un jardin et même seulement de le conserver, alors que l'on est ici face à un processus qui est avant tout une dynamique? Comment conserver ce qui est en mouvement? C'est une question à laquelle on tâtonne encore aujourd'hui à apporter une réponse pertinente. Depuis Henri et Achille Duchesne, qui furent un peu au jardin à la française ce que fut Viollet-le-Duc à l'architecture gothique, cette question est, elle aussi, demeurée en jachère. Une jachère qui va grossièrement des années 1940 jusqu'aux années 1980 et où finalement la question même du jardin n'a pas intéressé grand monde et pas plus les architectes que les autres, alors que c'était pourtant là auparavant une des composantes reconnues de leur métier. Jachère qui s'est cependant considérablement réduite depuis quelques années en termes d'intérêt du public, bien sûr, en termes également, on l'a dit, de recherche historique. Mais jachère qui reste encore très majoritairement à défricher en matière de philosophie d'intervention, de déontologie, de méthodologie, d'esthétique et de technique dans ce domaine très spécifique de la conservation et de la restauration des jardins historiques. Alors, personnellement, en traînant depuis déjà un certain nombre d'années dans de multiples jurys de thèse, jurys de concours, commissions, congrès ou autres, tournant autour de cette thématique du jardin historique, j'ai souvent été émerveillé par la qualité et la précision de dizaines et de dizaines d'études historiques, très souvent remarquables, portant sur des dizaines et des dizaines de jardins parfois merveilleux, et qui en permettaient une parfaite traçabilité des états successifs, mais qui, quand elle prétendait pousser jusqu'au projet d'intervention concrète sur le jardin, semblait très souvent buter sur une sorte d'écran de verre. On voyait alors en effet surgir tout à coup quelques formules magiques, quelques mots flous, recouvrant des notions encore plus vagues, le mot palimpseste, le mot esprit du lieu, quand ce n'était pas encore mieux en latin, genius loci, des formules telles que respecter l'esprit plutôt que la lettre, et puis un grand nuage de fumée, une sorte d'abracadabra, accouchant au final d'une petite idée, d'un semblant de projet dont on pouvait se demander s'il avait réellement quelque chose à voir avec l'antériorité du jardin si soigneusement étudié, et si l'on avait vraiment besoin de toute cette remarquable analyse historique précédemment conduite pour déboucher au final sur ce projet qui, sur le fond, et quelle qu'en soit même l'éventuelle qualité, aurait très bien pu se faire sans elle. Comme si, à vrai dire, l'étude historique n'aurait été qu'un rituel dénué de sens, une sorte de danse de Salomé, une simagrée que l'on accomplirait parce qu'elle constituait un passage obligé, mais dont, sur le fond, on ne percevrait pas obligatoirement la réelle utilité. Alors on pourrait se demander pourquoi ce refus de mieux exploiter l'histoire, de mieux en nourrir le futur projet? Pourquoi ce blocage? Pourquoi cette peur de franchir ce seuil? Pourquoi cette dérobade devant l'obstacle, certes peut-être terrifiant, mais aussi terriblement excitant et tentant? Le travail entrepris et conduit depuis près de 20 ans à Versailles a d'abord été de mieux identifier ce barrage, d'explorer cette zone grise, cette frontière située à l'articulation entre la connaissance et l'action, puis de tenter, par l'expérimentation en vraie grandeur, de voir s'il était possible, bien calé sur le cheval de la connaissance accumulée, et plutôt que de stopper au dernier moment devant la barrière ou s'échapper vers d'autres directions, oui, de voir s'il était possible, en allant bien droit, en serrant les rênes, de sauter l'obstacle pour enchaîner en une continuité la plus parfaite possible l'histoire et le projet et découvrir alors quel sens cela pouvait avoir, quelle éventuelle authenticité du jardin cet exercice pouvait être susceptible de préserver, de produire ou de reproduire. Les architectes, enfin, ont-ils leur place dans le jardin? Ou bien est-ce un chantier qui leur serait interdit? Mais encore plus, la pratique même du jardin historique, c'est-à-dire du jardin réellement nourri par l'histoire, de l'histoire comme réelle matière première du projet et non pas comme seul prétexte à celui-ci, est-elle également un chantier interdit et interdit à qui que ce soit?
C'est cette barrière que nous avons voulu ouvrir, c'est cet écran de verre que nous avons voulu exploser pour en traverser le miroir et tenter enfin de révéler ce qu'il pourrait y avoir de l'autre côté de ce miroir. Voilà de quoi je voudrais vous parler ce soir et le thème autour duquel, si vous en êtes d'accord, je souhaiterais que nous puissions ensuite échanger largement et aussi très librement. Parlons donc, pour commencer, de Versailles et nous passerons ensuite à Trianon. Donc, vous le savez, le domaine de Versailles a été constitué sous le règne de Louis XIV, puis développé par ses successeurs, et il forme un ensemble unique de parcs et de jardins, remarquable tant par l'ampleur de ses compositions que par la richesse de leur décor, mais également exceptionnellement préservé par l'histoire dans ses emprises foncières et son environnement. L'état de vétusté avancé de son couvert végétal a amené, depuis près de 15 ans, à y développer la mise en œuvre d'un programme important d'abattage et de replantation de la majeure partie de son couvert boisé, programme lui-même déclenché puis sensiblement activé par la succession de 2 tempêtes survenues en 1990 et 1999. Les premiers mois de 1990 ont ainsi vu l'engagement d'un ambitieux programme de restauration du jardin de Versailles, depuis lors conduit et développé à un rythme soutenu. Instaurant une approche nouvelle, il s'est fondé, dans sa définition comme dans ses objectifs, sur un certain nombre de constats et d'interrogations. Constat tout d'abord que l'histoire de ce jardin, si elle avait été développée brillamment par un certain nombre de recherches et d'ouvrages, l'avait toujours été sous un angle qui en privilégiait exclusivement la composante minérale et bâtie, éléments d'architecture, statuaires, sculptures, fontaines, certes ici d'une exceptionnelle qualité, mais en omettant en revanche, consciemment ou inconsciemment, l'étude de sa composante végétale. Perçue comme élément d'accompagnement, donnée annexe et secondaire, et ne relevant pas réellement de la création de l'art, cette composante végétale, par son caractère éphémère et foisonnant, n'était guère jusqu'alors apparue comme étant digne de susciter l'attention de l'historien ou du restaurateur. Ainsi, l'histoire des œuvres inertes avait bien fait écran à celle du vivant. Le premier pas dans la démarche adoptée a donc été de faire comprendre qu'au-delà du minéral, il existait également à Versailles une véritable histoire du végétal et que ce matériau vivant, composante primordiale de l'œuvre voulue par Louis XIV, avait connu des transformations et des évolutions considérables qui revêtaient un intérêt artistique et une dimension culturelle incontestable. L'histoire de la relation de l'homme à la nature, de l'intégration esthétique de cette nature dans la création artistique globale que fut Versailles au fil des siècles, s'est alors imposée comme axe de la réflexion à conduire pour guider le choix d'un parti général de restauration des jardins. Mais cette révélation de l'existence d'une telle forme spécifique de l'histoire a amené par répercussion une inévitable interrogation sur l'historicité et l'authenticité même du jardin que nous avions sous les yeux. Il importait en premier lieu de mettre en évidence un certain nombre de notions simples, même si elles n'étaient pas toujours a priori perçues. D'abord, qu'il n'existait plus à Versailles un seul arbre, un seul if, un seul buis, un seul brin d'herbe, une seule fleur qui ait connu Louis XIV, et que la quasi-totalité des frondaisons formant encore le décor des jardins du Roi Soleil, chef-d'œuvre de Lenôtre et archétype du jardin à la française, ne remontait guère au-delà des dernières grandes campagnes de régénération menées à la fin du Second Empire et au début de la Troisième République. Ce Versailles que l'on nous disait, que l'on croyait être celui de Louis XIV et de Lenôtre, ne remontait guère, pour une bonne part, qu'à Jules Grévy et à la Belle Époque. Le lancement et la définition de ce programme de travaux ont donc été en particulier l'occasion d'abord de s'interroger sur l'authenticité des dernières dispositions qui nous étaient parvenues, d'appréhender ensuite par des études approfondies l'enchaînement de leurs transformations antérieures pour sélectionner enfin les états historiques de référence à retenir pour la restauration des différentes composantes du domaine. Pour les jardins de Versailles proprement dit, archétype du principe de composition à la française, c'est principalement l'état de la fin du règne de Louis XIV qui a été privilégié à l'articulation des XVIIe et XVIIIe siècles dans la plénitude de l'œuvre accomplie de Lenôtre, et ceci tant dans la rigueur de ses perspectives savantes que dans la fantaisie baroque de ses bosquets.
Le nôtre, quand il arrive à Versailles, voilà le jardin dont il hérite. C'est celui du petit château de Louis XIII, un petit jardin qui fait 90 hectares. Autour, c'est la campagne. Et donc, il va procéder à une première réorganisation de ce jardin, d'abord par un enrichissement de sa trame. Ici, un dessin qui vous montre l'état en 1674. Et puis, ensuite, un changement d'échelle complet. Et je pense que, il faut rappeler que le nôtre n'est pas l'inventeur du jardin à la française, mais ce que le nôtre va apporter à la formule du jardin à la française, c'est ce changement d'échelle, c'est la conquête de l'horizon, c'est-à-dire arriver à ce que la composition du jardin ne s'arrête pas au mur du jardin, mais s'étende pour coloniser l'ensemble du territoire visible depuis la maison. Donc, une échelle énorme, un axe de 12 km de long qui part du bois de Meudon pour aller jusqu'au château de Villepreux, donc qui lie un horizon à l'autre. À partir de cet axe, un étagement du jardin en terrasse, bien évidemment ces terrasses s'accompagnant de la cascade des jets d'eau, également une hiérarchie du végétal qui part des parterres les plus proches du château, excusez-moi je récupère la souris, voilà, qui part des parterres les plus proches du château pour passer ensuite au bosquet et passer ensuite au boisement du Grand Parc. L'ampleur également des plans d'eau, ça c'est également un apport considérable de le nôtre à l'art des jardins, donc cette espèce de délire dans l'extension de grands plans d'eau énormes. Le Grand Canal lui-même fait 1,7 km de long. La pièce d'eau des Suisses est une pièce d'eau qui représente une surface de 20 hectares, donc une échelle énorme, et des plans d'eau qui sont également là pour donner avant tout des effets de miroir et refléter le ciel, arriver à ce que le ciel pénètre à l'intérieur de l'image du jardin. Cette composition, elle se définit à partir d'un certain nombre de points de vue privilégiés et bien évidemment d'un point de vue central, c'est celui de la Galerie des Glaces. Donc vous savez que dans le premier château de Levaux, on avait ici une terrasse et que dans ce deuxième temps, on va construire sur cette terrasse et cette construction, ce sera la Galerie des Glaces. Galerie des Glaces, donc qui représente une sorte de balcon. La galerie s'ouvre ici sur le côté, sur le jardin et permet de découvrir tout le point de vue sur le jardin. Donc, principe de symétrie, c'est le grand principe du jardin à la française, c'est dire que tout ce qui est à gauche est symétrique à ce qui est à droite. Un jeu de terrasses en découverte successive, c'est-à-dire que ça également, c'est vraiment un apport déterminant de le nôtre à l'art des jardins. C'est ce principe où le jardin, les bassins, les parterres se découvrent de terrasse en terrasse au fur et à mesure de l'avancée du promeneur dans le jardin, et que quand on est dans le château, quand on est dans la maison, on n'a pas une vue complète de tout ce qu'il y a à voir, mais que c'est au contraire dans le cheminement que se fait cette découverte progressive des différentes composantes du jardin. Également une hiérarchie végétale, hiérarchie qui part du premier parterre, le parterre d'eau le plus bas, ensuite le parterre de la tonne, la masse des bosquets et ensuite la composante forestière qui venait dans cette hiérarchie. Ces terrasses, elles servent aussi à mettre en scène, à mettre en œuvre des jeux d'eau avec des effets. On va rechercher à cette fin des effets hydrauliques extrêmement raffinés, avec derrière une sorte de fantasme. Ce fantasme, ce sont les dessins que Étienne Dupeyrac rapporte en 1583 de la Villa d'Este. C'est-à-dire, c'est cette idée du jardin en terrasse et ce qu'on appelle en italien la catena d'acqua, c'est-à-dire chaque bassin, la chaîne d'eau, chaque bassin se déverse dans le suivant. La seule différence, c'est qu'à la Villa d'Este est située à flanc de coteau, et la cascade, la source, elle arrive à flanc de coteau. Ici, on est au sommet d'une butte, au sommet d'une colline, et les sources, les marais, l'eau, elle est tout autour, et elle est en bas. Et donc, tout le défi hydraulique mis en œuvre à Versailles, ça va être celui d'arriver à faire monter l'eau au sommet de la colline. Et le comble du raffinement, le chic du chic, c'est de poser un bassin au sommet de la colline. Et derrière, on va mettre tout en route, toute une ingénierie hydraulique pour arriver à alimenter ces bassins supérieurs. Dans cette ingénierie hydraulique, on va étudier, mettre en œuvre des systèmes de pompes avec des animaux, avec des chevaux, pompes avec des moulins à vent, pompes avec la machine de Marly, qui est une gigantesque usine à gaz technique et qui finalement n'a jamais réellement marché. Et donc avec cette idée de pomper l'eau dans la Seine, qui était plus bas que Versailles, on la montait à 90 mètres de hauteur avec 3 cours de pompe successifs.
70% de l'eau partait en fuite, hein. Et puis ensuite, on avait le grand aqueduc, hein, le grand aqueduc de Lonciennes, qui permettait de descendre de façon gravitaire jusqu'à Versailles. Donc, premier échec dans ces principes de pompage. Deuxième système que l'on va mettre en œuvre, c'est de trouver aussi bien sur l'emprise du Grand Parc que sur l'emprise du Petit Parc que sur l'emprise du Grand Parc, mais également au-delà, les ressources en eau, les étangs, les stockages qui vont permettre de façon gravitaire d'apporter l'eau jusqu'à la ville de Versailles et jusqu'au château. Et pour cela, on va être obligé de mettre en œuvre deux dispositifs, celui qu'on appelle des étangs inférieurs qui va jusqu'aux étangs de Saclay, celui qu'on appelle des étangs supérieurs et qui va jusqu'à Rambouillet, donc à plusieurs dizaines de kilomètres de là. Cette eau, donc, elle est amenée à Versailles, elle est stockée dans des réservoirs qui sont situés au point haut, ici les réservoirs qu'on appelle les sous-terres, qui sont situés juste sous le parterre d'eau, et ensuite cette eau, elle va être distribuée dans les réseaux internes au jardin. Ces réseaux, les réseaux qui sont encore en place, le parterre d'eau est ici en bas, hein, vous l'avez là, et donc la descente gravitaire se fait ici vers l'ouest. Donc ces réseaux, ils sont encore en place à peu près, les réseaux historiques sont encore en place pour un tiers du linéaire existant. C'est-à-dire que dans le réseau que vous avez sous les yeux, on a encore un tiers des tuyaux, qui sont des tuyaux du XVIIe siècle, marqués à la fleur de lys. Alors une hiérarchie dans ce réseau de canalisation, les grosses conduites, les conduites primaires sont réalisées en fonte au sable d'époque, assemblées avec des joints en cuir et qui sont encore pour bonne partie en place. Et ensuite, un réseau de canalisation secondaire qui est en plomb. Ici, les canalisations qui sont sous le bassin de la Tonne pour aboutir enfin aux ouvrages terminaux, hein, ce qu'on appelle les ajutages. Ici, une planche qui est tirée du livre du traité de Désailliers d'Argenville, donc qui vous montre les différentes formes d'ajutage qui vont permettre de sculpter l'eau dans les différentes formes. Hein, c'est-à-dire l'eau est un matériau naturel que l'on va sculpter pour en faire un objet esthétique. Au-delà de ce travail sur l'hydraulique, il y a tout un travail sur le végétal, ses essences, ses formes, ses modes de conduite, ses hiérarchies. Premier élément dans cette progression qui va dans ce que Voltaire appelait du peigné au sauvage, hein, c'est-à-dire on part avec un travail sur le végétal qui est très élaboré à proximité immédiate des fenêtres du château. Hein. Les parterres sont conçus comme des tapis qu'on déroule sous les fenêtres et qu'on peut voir du premier étage. Donc on part de quelque chose de très très précis, très raffiné près du château. Et au fur et à mesure que l'on s'éloigne, on a des formes végétales qui sont moins travaillées et qui sont plus élevées. Donc 4 parterres, pardon. Le parterre du Nord ici, donc, qui est devant le premier appartement du roi, donc c'est le parterre le plus travaillé, le plus élaboré. Le parterre du Midi que vous voyez là. Le parterre de l'Orangerie qui est en contrebas, qui est traité en ce qu'on appelle des pièces coupées de gazon, alors que le parterre du Midi est traité, lui, en broderie de buis, et le parterre de la Tonne qui est également traité par un tel type de pièces coupées de gazon. Quand on regarde, par exemple, vers le nord, vous avez au premier plan donc, le parterre du Nord proprement dit, hein, qui était le seul parterre en fleurs à Versailles au XVIIe siècle. Hein, on avait à Versailles, sur le site de Versailles 2 parterres en fleurs, le parterre du Nord et le parterre de Trianon. Et aucun des autres parterres n'avait de fleurs. La fleur était un matériau rare, un matériau précieux, qui avait beaucoup de valeur marchande, qui nécessitait beaucoup d'entretien. Et c'est pour ça que ce matériau rare était réservé à ce parterre situé sous les fenêtres du roi. Donc, premier parterre, premier niveau, on a des buis qui ne dépassent pas 30 ou 40 cm du sol. Ensuite, on a un deuxième étagement dans cet amphithéâtre végétal, c'est celui des Bosquets qui, à cette époque, vous voyez, monte à peu près à la hauteur du premier étage du château. Et puis ensuite, vous avez cette espèce de conquête, hein, cette espèce de domestication du site et du paysage, et qui va donner l'impression que le jardin va jusqu'à la crête de l'horizon. Et vous avez ici la route qui va vers Marly. Aujourd'hui, vous avez l'autoroute qui passe en travers. La route, elle file tout droit jusqu'à l'horizon, et puis dès qu'elle a passé l'horizon, elle part en vrille pour redescendre vers Marly. Donc ce principe donnait l'illusion que tout le paysage et l'organisation est organisé par le jardin, et que le jardin est un principe d'organisation du territoire et à l'extrême d'organisation de l'univers.
voyez en passant la précision des documents, c'est ce qui est tout à fait exceptionnel à Versailles, c'est la qualité de la documentation. On peut presque compter les fleurs, identifier les fleurs dans les parterres, constater l'alternance des différentes formes d'agrumes qui sont dans la série des vases de Balin. Bon, donc des documents qui sont très très précis et qui sont d'une certaine façon assez fascinants, mais je dirais presque hypnotisants, hein. Un travail également sur le matériau végétal, sur la trame du jardin, sur la répartition entre les pleins et les vides. Un travail également sur la matière du végétal, avec bien évidemment un parallèle à l'architecture. Avec l'architecture, on a l'impression presque d'être dans un ensemble urbain où les palissades, les rideaux végétaux sont traités comme le seraient des immeubles dans une rue, hein, et avec la distinction entre ce qu'on appelle les rideaux, qui sont ces écrans là, très très fins et qui montent en hauteur, et ce que l'on appelle les palissades, qui sont les éléments en adossement du bosquet. Bosquets dans les parties supérieures ne sont pas taillés, et vous voyez les frondaisons des arbres qui dépassent au-dessus des palissades. Un travail également dans ce travail de domestication du végétal, un travail sur les taupières, hein. Alors on connaît taupières qui ont fait l'émerveillement des visiteurs, des voyageurs, et ce qui fait qu'on a un certain nombre de dessins des taupières à Versailles très très précis. Celui-ci est décrit en bas. À Versailles, le texte est là, hein. À Versailles, les arbrisseaux ou ifs taillés de différentes figures posés dans le parterre de la grande allée royale qui descend au bassin d'Apollon. Ils ont 9 à 10 pieds de haut, c'est-à-dire 3 mètres. Ils sont tous dessinés d'après nature. Donc vous voyez un travail de sculpture, un travail presque de torture du végétal. Et ces taupières, on va en avoir des centaines dans des formes plus ou moins différentes qui vont être dispersées à l'intérieur du jardin et qui viennent en ponctuer les espaces. Également, dans ce travail de domination du végétal, un travail sur l'acclimatation des végétaux à l'orangerie, c'est-à-dire le comble du luxe va être d'acclimater sous nos climats septentrionaux des végétaux qui sont des végétaux méditerranéens qu'on trouve dans le sud de l'Italie, qu'on trouve en Espagne, qu'on trouve en Afrique du Nord, et parmi ceux-ci, bien évidemment, les orangers. On a une collection d'orangers à Versailles qui est d'environ 1000 arbres, et on va construire pour abriter ces orangeries un bâtiment absolument extraordinaire à partir de 1683. C'est l'œuvre de Jules Hardouin-Mansart, c'est une énorme orangerie. Et donc les orangers sortent sur le parterre à la belle saison, ils rentrent ensuite à l'hiver se mettre à l'abri dans l'orangerie. On a d'ado quelque chose qui est absolument fascinant pour l'époque, c'est-à-dire des arbres mobiles qu'on peut déplacer dans l'espace, qu'on peut déplacer un petit peu comme une armée en campagne, hein, et on distribue les caisses enregistrées dans le parterre comme on distribue les cavaliers dans la cour de cavalerie, hein. Donc c'est vraiment cette idée que la nature, tous les êtres vivants obéissent et dépendent du souverain. Et ensuite, on les installe confortablement à l'intérieur de l'orangerie où ils vont pouvoir séjourner pendant l'hiver. Mais donc jeu sur le climat, jeu également sur les saisons, c'est tout le travail qui va être fait au potager du roi, hein, pour cultiver aussi bien des végétaux qui viennent de régions méditerranéennes, ici le carré de la figuerie, mais aussi produire des végétaux hors saison, produire du fraisier par des serres, par de la culture sous cloche, par de la culture sous châssis, en dehors des saisons normales. Et donc montrer comment le roi a pouvoir sur la nature, a pouvoir sur le climat, a pouvoir sur les saisons et qu'il a pouvoir aussi sur le temps. Donc cette expérimentation du potager du roi qui est aussi quelque chose de très très important dans l'histoire de Versailles. Et puis de manière plus globale, un exercice de style qui va venir à la fois en synthétiser et en sublimer la variété, la richesse, le raffinement, la virtuosité, tout autant d'ailleurs que les savoir-faire techniques. Cet exercice est celui sur le bosquet création totale associant hydraulique, végétal, décor sculpté, architecture de treillage. Ici, on est au bosquet du Théâtre d'Eau, treillage dans un premier temps, puis architecture de marbre dans un second, avec l'influence de Jules Hardouin-Mansart, qui est ici illustré par cet exemple de la colonnade. Donc, cet ensemble de bosquets
Ils sont une quinzaine à Versailles, hein, on peut les récapituler. Vous avez ici la France triomphante, le théâtre d'eau, les Trois Fontaines, le théâtre d'eau, l'Étoile, la salle des festins, l'Encelade, les dômes, le Dauphin, le Marais, la Girandole, la Colonnade, la salle des empereurs, l'île Royale, le Miroir, le Labyrinthe et la salle de bal. Donc vous voyez, rien que sur le plan, on voit très très bien comment ils s'organisent. Ce sont des salles de verdure qui sont échancrées au milieu d'un massif boisé. Et bien évidemment, de l'extérieur, vous n'avez aucune vue directe. Vous avez toujours des découvertes qui sont des découvertes en chicane, hein. Et la chicane des chicanes, c'est bien évidemment ce bosquet du labyrinthe. Donc on voit bien que dans ce travail sur le jardin, il y a une première lecture qui est la lecture des structures du jardin, qui est extrêmement rigoureuse, extrêmement austère, extrêmement géométrique. Et puis dès que vous prenez un virage et que vous vous enfoncez dans les profondeurs du sous-bois, vous découvrez des salles de verdure qui ont toutes des esthétiques particulièrement variées. Donc, deux axes d'intervention ont été développés dans ce travail pour la replantation et la restauration des jardins de Versailles. D'une part, celui concernant ces structures végétales, en gros ce que vous avez en vert foncé ici, hein, alignement, boisement avec leurs architectures végétales, et d'autre part celui portant sur ces salles vertes, sur ces bosquets, avec l'ensemble de leurs décors hydrauliques, végétaux, architecturaux et sculptés. Donc si on aborde d'abord les structures végétales, premier exemple que l'on peut évoquer, donc l'allée royale, hein, qu'on appelle également allée du tapis vert, et donc qui est ici en plein centre de la composition, hein, qui est un élément majeur de l'axe, que vous retrouvez ici une grande vue d'Israël sylvestre qui vous montre. Aurélia Rostin l'a présenté l'autre jour, un dessin tout à fait exceptionnel, c'est-à-dire un dessin fait d'un point que l'œil de l'homme ne pouvait pas atteindre, donc un dessin complètement reconstitué, complètement intellectualisé, et qui a pour volonté de montrer cette espèce de conquête globale de l'espace. Et l'allée d'eau, hein, l'allée royale, pardon, qui a un élément majeur, c'est ce petit élément que vous voyez ici entre le bassin de la Tonne et le bassin d'Apollon. Et donc ce dessin vous permet bien de comprendre l'échelle de la composition. Ici un autre dessin qui est un dessin de Van der Meulen qui vous montre où l'allée est ici en bas, hein, on la voit là, donc on a ici le bassin d'Apollon, on voit aussi la flottille de bateaux, hein, bateau à voile, le grand vaisseau amiral qui voguait sur le Grand Canal. On voit ici donc la façon dont sont traitées les palissades à ce moment-là. Et puis cet alignement qui est planté en gros dans les toutes premières années, qui existait déjà en partie dans le jardin Louis XIII, mais qui va être considérablement élargi et agrandi. Donc cette première allée, créée dans les années 1600, à la fin des années 1660, va connaître, les plantations vont connaître un développement normal. On a ici une vue, et qui est une vue en 1730, c'est-à-dire 60 ans après la plantation, et on voit que les arbres ont déjà acquis une certaine maturité, une certaine échelle. Ces arbres vieillissent et Louis XVI, à son avènement au trône en 1774, décide l'abattage complet des jardins de Versailles et leur replantation. Et on a ce tableau d'Hubert Robert qui évoque ici cet épisode. Vous avez le roi qui discute avec le marquis de Marigny, la reine et les enfants de France qui sont là. Et l'allée, vous l'avez ici, et vous voyez très bien donc cette alternance de vases et de statues qui en marque le rythme et qui se prolonge vers le Grand Canal. Les arbres replantés commencent à repousser, hein, donc on est ici 1780, on est 6 ans après la replantation, les arbres sont jeunes. Vous voyez la qualité des documents d'archives qu'on peut trouver et la traçabilité justement de l'évolution de ces formes végétales qu'elle permet. Ici, on les retrouve sous l'Empire, vu du haut, ici sous la première restauration, donc 40 ans après leur replantation, les arbres donc replantés sous Louis XVI, ici on est sous Charles X, et ce document, c'est un document tout à fait intéressant. Si vous allez aux États-Unis ou si vous y êtes déjà allé, vous l'avez peut-être vu, c'est une salle complète du Metropolitan Museum, c'est un grand panoramique complètement circulaire qui vous donne une vue à 360 degrés du parc de Versailles. Et cette vue, elle est tout à fait intéressante parce qu'elle montre également comment ont évolué les formes végétales. Vous retrouvez l'alternance de statues et de vases. Vous voyez la façon dont le bas des palissades s'est dégarni. Et finalement, on a un principe qui est un principe de taille où on taille
jusqu'à la hauteur maximale des échelles, et à partir du moment où les échelles sont trop courtes, on laisse les arbres déborder. C'est ce qu'on appelle une taille en marquise. Ces arbres arrivent à maturité dans les années 1860 et on a une nouvelle campagne de replantation, un nouvel abattage, une nouvelle replantation, donc qui va commencer dans les années 1860 sous le Second Empire, qui va être interrompue par la guerre de 70 et qui va être achevée par la Troisième République. Et vous avez ici donc cette vue qui vous montre, on est ici sans doute juste après la guerre de 1870. Donc voilà l'état de ces boisements 120 ans plus tard, hein, donc les boisements replantés sous le Second Empire, tels qu'ils pouvaient se présenter dans les années 1980-1990, avec des phénomènes, bien évidemment, cette espèce de bourgeonnement, cette espèce d'entropie, cette espèce d'enflure complète de la masse végétale qui devient totalement envahissante, magnifique, majestueuse, mais dans un état qui commence à être fragile au plan sanitaire. Et puis, elle provoque des phénomènes en débordant au-dessus des allées. Les allées deviennent complètement à l'ombre, les charmilles périclites. Et puis, on a également, en partie centrale, un étranglement de la vue. Alors qu'on le voyait sur les vues de Vandermeulen, on avait cette volonté de le nôtre d'avoir une vue panoramique très étalée sur le paysage. On a au contraire maintenant une vue en profondeur qui se lit un petit peu presque comme si on regardait par la boîte aux lettres, par la fente de la boîte aux lettres. Hein. Donc, une espèce d'étranglement de la perspective, une espèce d'étranglement de l'espace. Une déformation également des structures arborées, une déformation de l'architecture de ces arbres. Bon, donc les arbres vont chercher la lumière vers la partie centrale, le risque d'un déséquilibre. Et puis le problème, c'est que sous ces arbres, on a des statues, la plus belle statuaire de Versailles, avec le risque qu'on ait des chutes de branches, hein, c'est un alignement de marronniers. Et le problème des marronniers, c'est qu'il se produit souvent, c'est un bois tendre, il se produit souvent des phénomènes ce qu'on appelle d'écuissage, hein, c'est-à-dire que vous avez une branche qui se détache ici et qui se déchire un petit peu comme une peau de banane, comme une banane qu'on épluche. Bon, très dangereux pour les statues, très dangereux aussi, hein, sur cette allée-là ici, celle qui est côté nord et qui est encore exposée au sud, vous avez 12 millions de visiteurs qui passent chaque année. Hein, donc un risque qu'on ne pouvait plus courir. Et c'est pour ça qu'en 1998 a été prise la décision d'un abattage et d'une replantation de cet alignement. Et quand on voit ces vues, on voit bien l'effet de délabrement, l'effet de ruine végétale de ces alignements, et on voit bien l'absence de sens de ce que serait un principe de restauration à l'identique. C'est là où on se rend compte que dans le jardin, il peut y avoir certaines différences à l'identique de quoi? À l'identique de cet état de ruine, à l'identique du dernier état historique connu. Donc on voit très très bien, on voit bien les questions qui se posent. Bien évidemment, pour se sécuriser, pour se raccrocher à quelque chose, on va interroger les archives, et les archives, elles vous disent des choses extraordinaires. On a ici ce tableau de Martin qui vous montre donc le roi se promenant devant le bassin d'Apollon, et on voit comment les arbres qui sont plantés ici sont traités de façon colonnaire. Alors bien sûr, les échelles sont exagérées, mais même s'il y a une exagération de l'échelle, cette exagération, elle est significative d'une intention esthétique et du peintre et de l'objet qui le représente. Et dans les années 1980, il y a eu un colloque qui a été un colloque vraiment pionnier qui a eu lieu à Versailles en 1980, colloque de l'ICOMOS sur la conservation et la restauration des jardins historiques, avec comme toujours dans les colloques un certain nombre de résolutions. Et à propos de Versailles, une résolution avait été émise, j'ai plus en tête exactement le texte, mais qui disait supprimer ces marronniers qui n'ont pas leur place, arbres du 19e siècle, qui n'ont pas leur place dans l'allée du tapis vert à Versailles. Et puis, quand vous regardez la documentation, vous apercevez que du temps de Louis XIV, c'est déjà des marronniers. Vous voyez ici le détail avec les fleurs du marronnier, donc marronnier blanc, Aesculus hippocastanum, vraiment le marronnier de base, qui jusqu'alors qui est en réalité un arbre qui arrive d'Asie mineure au XVIe siècle, qui est d'abord, c'est pas un bon bois, c'est un bois qui brûle mal, c'est un bois dont on ne peut pas faire de la charpente, donc on le plante un petit peu n'importe où au milieu des bois, et puis c'est le nôtre qui, le premier, va faire des alignements de marronniers, il y en a deux, il y en a un au jardin des Tuileries, et celui-ci à Versailles. Et on voit, regardez la précision de la documentation, où on voit par exemple ce jeu d'alternance entre des arbres et des taupières, entre des taupières en cône et des taupières en boule. Donc vous voyez
Premier rang, deuxième rang. Vous voyez la richesse absolument fascinante de ces archives. Et bien évidemment, c'est un peu comme dans une enquête de détective, on essaie de recouper les informations pour essayer d'approcher au plus près ce qu'a pu être la vérité. Et on retrouve ici cet alignement, cette alternance d'arbres, de taupières et de statues. Devant l'état de dégradation du végétal, bien évidemment, que faire? Et finalement, donc, la décision a été étudiée, savoir s'il fallait replanter. Avant de prendre la décision, on a d'abord, là je dirais, on est presque dans une démarche classique d'étude préalable. D'abord, faire le relevé, relevé en plan de l'alignement, numérotation des arbres, fiche arbre par arbre, donc tous les arbres sont numérotés, même les arbres qui ont déjà disparu, ce qui permet d'identifier les vides qui existent déjà dans l'alignement. Ensuite, la mesure de la hauteur des arbres, leur diamètre, leur circonférence du tronc, le diamètre de la couronne, leur état sanitaire et puis un certain nombre de remarques que l'on peut faire. Donc 130, 140 arbres ont été ainsi diagnostiqués et ce diagnostic débouche également sur un diagnostic sanitaire, c'est-à-dire un relevé de pathologie où vous avez en bleu foncé les arbres qui sont les arbres manquants, tout un dégradé d'état sanitaire qui va du plus mauvais au meilleur et le meilleur ce sont quelques jeunes sujets, des jeunes sujets qui n'ont aucun avenir parce qu'ils sont totalement dominés, c'est-à-dire on a voulu travailler ce qu'on appelle en regarni, c'est-à-dire boucher les trous, et dans une structure d'alignement à la française, ça ne marche pas parce que les arbres sont trop serrés et le jeune arbre qu'on va planter là, eh bien, il est soumis à une telle concurrence lumineuse du fait de ses deux voisins, à une telle concurrence racinaire également par le sol, qu'il va finalement crever au bout de 5 ans, 10 ans, ou toujours rester chétif. Et donc le principe dans ces grandes structures d'alignement du jardin à la française est de dire, quand on considère que plus de 40% de l'alignement est dépérissant ou est mort, il faut passer à quelque chose de plus douloureux, c'est-à-dire il faut passer à l'abattage complet et à la replantation. Mais cette replantation, on doit pas. Il faut savoir pourquoi on replante et qu'est-ce que l'on veut obtenir à terme. Et la replantation à l'identique est parfois la solution la moins intelligente. Pour définir cet objectif, on a besoin de comprendre le rôle que l'alignement joue dans toute l'organisation du jardin. On voit ici la façon dont les masses végétales s'organisaient du temps de Louis XIV, avec des vues qui étaient dégagées depuis le niveau de la galerie des glaces, mais également depuis le parterre d'eau, c'est-à-dire faire que la vue, comme dans le tableau que vous voyez tout à l'heure, passe au-dessus des bosquets pour arriver jusqu'à atteindre l'horizon, donc percevoir toute la profondeur de champ du jardin, mais simplement avec le choix des essences adoptées et replantées au XIXe siècle, ces alignements ont monté à des hauteurs absolument délirantes, ils sont très serrés, donc une très forte concurrence lumineuse, et les arbres montent en chandelle, peuvent monter à 25 ou 30 mètres de hauteur. Et bien évidemment, dans cette montée, ils viennent complètement étrangler, masquer et étrangler les vues que l'on peut avoir depuis les niveaux qui étaient privilégiés à l'origine. Donc, l'objectif végétal visé l'objectif que l'on a visé a été de revenir à une telle hiérarchie des hauteurs. Le projet, il est également étudié dans le détail. Donc ici, on est sur la lisière en bas du bassin d'Apollon. Donc retrouver cette alternance des arbres et des taupières, cette alternance des statues et des bancs, avec des effets qui sont des effets bien évidemment très raffinés, très subtils. D'abord, une palette des verdoiements, c'est-à-dire on utilise des végétaux qui ont des couleurs différentes. Ici, on est en marronnier, là, on est en charme, là, on est en if. Donc déjà, naturellement, les feuillages ont des couleurs différentes. C'est des feuillages qui ne débourrent pas en même temps, c'est-à-dire qu'au printemps, vous avez des couleurs qui jouent. À l'automne, le marronnier est un arbre caduc, le charme est un arbre marcescent, c'est-à-dire qu'il garde ses feuilles meurent, mais elles restent sur l'arbre, donc il prend une couleur marron, alors que les ifs sont des arbustes persistants. Donc on voit aussi comment, dans la saisonnalité, on a des jeux qui jouent, et puis le végétal absorbe la lumière, alors que le blanc immaculé du marbre de Carrare réfléchit cette lumière. Donc on voit très très bien ces jeux esthétiques que l'on a de couleurs, mais également de cache-cache, où par endroits, les taupières viennent se cacher derrière les statues.
Donc ça, c'est, je dirais, le projet d'architecture d'architecture végétale auquel on peut viser. Et puis derrière, il faut en concevoir je dirais, toute l'ingénierie, toute la dynamique et la façon dont cette organisation végétale, dont cet assemblage végétal très imbriqué, très complexe, la façon dont il va pouvoir fonctionner dans le temps. Ici, on retrouve donc une alternance de grands topiaires et de petits topiaires, les statues qui sont en avant, et on a conçu un système qui va consister à mettre des cépées de noisetiers en arrière des palissades, et en particulier sur celles qui sont exposées ici au nord, parce que la charmille, quand elle va pousser, elle va vouloir chercher le soleil vers le sud. Et si on veut qu'elle ait une phase de taille bien homogène et qui ne soit pas mitée par cet appel du feuillage vers le sud, il faut la concurrencer sur l'arrière et avoir une masse végétale qui, dans sa croissance, va la pousser et va l'obliger à faire ses feuilles vers le nord. Donc ici, on est sur la partie basse de l'alignement. Là, on est sur les parties axiales. Vous retrouvez les statues, l'alternance de topiaires et de marronniers, et derrière, un dispositif qui est à peu près un dispositif analogue avec, comme très souvent, un mélange entre des formes taillées et des formes qui sont conçues comme devant rester dans des formes naturelles. Donc, la décision d'abattage, le projet, le début des abattages bien évidemment très très spectaculaire. On est dans l'axe le plus visible d'un jardin ou du jardin le plus célèbre au monde, et on voit l'effet de désastre que cela peut représenter. Et avec ce sentiment qu'on a toujours, de dire finalement ce que l'on voit disparaître aujourd'hui, on ne le reverra jamais. Mais je crois qu'il faut être optimiste, et on se rend compte que le temps cicatrise très très vite le jardin. Donc la plantation, les arbres sont livrés, ensuite ils sont mis en terre, et vous voyez comment on organise ici la palissade et l'alignement d'arbres en premier plan, entre lequel on va intercaler les topiaires. Donc vous voyez ici un jeu de couleurs qui est à l'hiver, où les topiaires d'ifs sont restés persistants. Et ici, c'est le premier printemps. Donc on voit déjà au premier printemps, bien sûr, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on avait abattu, mais on a un jardin qui a déjà une cohérence, et qui va très vite reprendre sa cohérence. On est ici 10 ans plus tard, et on voit la façon dont finalement tout ça s'est mis en place, la façon dont on retrouve aussi ce jeu de cache-cache entre les topiaires, les statues, l'alternance entre les arbres et les topiaires, l'alternance entre les différentes formes de topiaires, l'alternance aussi entre les statues et les vases. Donc on voit qu'il y a toute une série de rythmes qui sont emboîtés, qui sont imbriqués les uns dans les autres et qui font vraiment partie de la conception esthétique qui avait été mise en œuvre par le nôtre. Vous voyez ici donc toujours ce dialogue aussi qu'on a très souvent entre l'œuvre magnifique du sculpteur qui travaille par le marbre et puis le jardinier au pied de la statue qui dit il est bon le sculpteur, mais moi je suis capable aussi de sculpter quelque chose dans mon matériau à moi, c'est le végétal. Donc cette espèce de concours de sculpture entre le sculpteur et le jardinier avec des voisinages qui peuvent être tout à fait surprenants, mais qui sont vraiment tout à fait caractéristiques de ce qu'on pourrait appeler, disons, de la dimension baroque de l'œuvre de Lenôtre, c'est-à-dire coller des matériaux, coller des effets qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir ensemble. Le travail sur les petits topiaires, donc ici une autre planche de ces célèbres planches de topiaires de Versailles. Ici on est en bas donc du parterre de la Tonne. Dessin de forme donc on va réutiliser pour le projet, donc une mise en forme à l'échelle de ces dessins pour le projet, et la plantation des topiaires avec ces formes très très fantaisistes, très très variées, toutes différentes. Et puis le jeu que ces formes topiaires jouent dans les saisons. Vous retrouvez ici les statues qui viennent en adossement de la palissade, cette espèce de défi de l'alignement de topiaires face à l'alignement de statues. Les topiaires sont chevelus au printemps, sont bien coiffés quand arrive le mois de juin. La palissade, elle, n'a pas encore été coiffée. Donc on voit que semaine après semaine, avec la croissance du feuillage, avec la mise en œuvre des tailles, on a toujours une image différente et on est dans une image du jardin qui bouge en permanence. Bien évidemment, autre composante, c'est la lumière, c'est l'heure de la journée, c'est le passage des saisons, c'est le passage des nuages qui donne cette espèce d'animation permanente et cette succession d'effets esthétiques qui viennent naturellement. Et le jardin est une sorte
je dirais, une sorte de machine à capter les effets esthétiques que produit les variations du climat, les variations horaires et les variations du temps. Hein. Et vous retrouvez toujours ici un topiaire caché derrière une statue. Il est sur le plan. Hein. Vous avez le plan de 1686 qui vous montre les topiaires exactement cachés derrière les statues. Donc ce projet, qui a été, je dois le dire, engagé juste avant la tempête de 99, c'est-à-dire que la grande tempête du 26 décembre 99 qui a fait tomber 15 000 arbres dans le parc de Versailles, qui aurait écrabouillé les statues. Heureusement, on avait abattu les grands marronniers un an avant, sinon cela aurait été une catastrophe. Et on voit très très bien comment s'effectue cette réouverture du paysage, c'est-à-dire au lieu de voir la perspective comme une fente verticale au milieu, on a réellement un étagement, un aplatissement du bosquet qui va dégager ces grandes vues vers les profondeurs. Autre exemple, les bosquets du Nord, les deux bosquets donc, qui sont situés ici, donc au-dessus du bassin de Neptune. Vous les retrouvez là, le château est ici, le bassin de Neptune est là, ici ce que l'on appelle l'allée d'eau, le bosquet de la France triomphante, le bosquet des Trois Fontaines ici. Bosquet que vous retrouvez quelques années plus tard, on est ici en 1742, et on voit que la végétation suit ce même processus, c'est-à-dire les arbres montent, on a de plus en plus de mal à les tailler, et puis finalement ils commencent à prendre des formes naturelles, et on voit comment même le peintre, on ne sait pas si cet arbre était réellement comme ça, mais le peintre lui-même, le dessinateur est plus sensible à ces formes naturelles qu'à ces formes taillées. Donc ce bosquet abattu, replanté sous le Second Empire, et voilà sa présentation au début du XXe siècle. Donc on voit qu'on a une modification de l'échelle qui est considérable, on a eu un changement de végétaux, on est passé en marronnier, on a eu également une déformation des proportions, c'est quelque chose qui est absolument magnifique, hein, cette espèce de cathédrale végétale, simplement c'est quelque chose qui, année après année, décennie après décennie, devient de plus en plus fragile. Donc on a beaucoup travaillé sur toute cette iconographie, je ne rentre pas dans le détail, mais pour comprendre comment, depuis le XVIIe jusqu'à nos jours, avaient évolué ces formes végétales. Ici, on est simplement sur la lisière en bas des bosquets, au-dessus du bassin de Neptune. Donc on plante. Là, on est dans les années 1660. On taille une première fois. Ensuite, comme ça se dégarnit un peu en bas, on va planter des arbustes ici. On est au nord, les arbustes ne poussent pas, ce qui fait que n'importe qui rentre dans les bosquets, il se passe n'importe quoi dans les bosquets, on met des treillages. Et puis on masque cette première façade par un rideau qu'on implante ici. Ce rideau, il pousse, les arbres poussent, et on commence à tailler de façon plus importante, avec une taille, 2 tailles, 3 tailles, 4 tailles, 5 tailles. Hein. Et donc on voit le besoin que ça représente, et ces tailles, elles se plafonnent globalement aux environs de 7 mètres. On sait que traditionnellement elles sont faites à l'échelle de 20 pieds. 20 pieds, voilà ce que ça représente. Si vous déduisez les jambes de l'élagueur, si vous montez à la hauteur de ses épaules, et si vous avez son croissant qui est là, vous avez une hauteur de taille qui tombe à peu près à 7,23 mètres. Et donc cette mécanique infernale, cette mécanique végétale, elle va continuer à fonctionner. Là, on va décider de planter une charmille devant le treillage pour toujours cacher ce qui se passe à l'intérieur du bosquet. Et donc là, on arrive à quelque chose qui est totalement délirant, où on a une phase de taille, deux phases de taille, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc un travail qui devient de plus en plus considérable. Et dans les années 1720, on va simplifier tout ça. On va laisser les arbustes avancer vers l'intérieur. On va réduire le nombre de tailles. Ici, donc, on est à 4 tailles et on va laisser les arbres au-dessus déborder en marquise. Deuxième replantation, donc 1776, on enclenche quelque chose d'à peu près analogue, mais entre-temps, il y a la Révolution, plus personne ne taille, et le jardin, il se développe, et on arrive au début du XIXe siècle à ce principe de marquise, les marquises qui viennent se refermer progressivement au-dessus des allées, et les charmilles complètement à l'ombre vont commencer à péricliter. Et la troisième replantation, celle qui se fera au 19e, va reprendre le même dispositif et arriver aux vues de cartes postales que l'on voyait tout à l'heure. Voilà donc les bosquets tels qu'ils se présentaient en 1990. Par rapport à la carte postale 1900, on voit que déjà tout l'intérieur commence à être éclairci, à être clairsemé. Et donc on va rentrer dans la même démarche. Des coupes des abattages de sécurité faits très régulièrement tous les hivers, 10 arbres qui tombaient chaque hiver. Même chose, donc un inventaire des différentes essences des bosquets, diagnostic des hauteurs, je ne vous le détaille pas, une localisation en plan des hauteurs des arbres pour voir comment ils se répartissent,
relever aussi de la répartition de leur diamètre, relever de leur état sanitaire, donc ce sont ces relevés successifs qui permettent de former le diagnostic, et puis un examen visuel qui montre évidemment que, bien évidemment, à l'intérieur, il ne reste plus grand-chose, tout est parti soit par les chutes d'arbres, soit par les abattages préventifs de sécurité, il ne reste plus que quelques petites ficelles comme ça, c'est-à-dire des jeunes arbres qui ont germé ou qui ont été plantés, mais qui ont été tellement étouffés par la concurrence lumineuse des grands sujets qui les coiffaient, qu'ils n'ont plus aucun avenir et ils n'ont plus réellement un potentiel de développement végétal. Travail également, donc réflexion sur la hauteur, éviter en replantant ce bosquet de réenclencher la machine infernale qui va amener à une croissance en hauteur du bosquet, donc cette croissance qui était celle qu'on voit sur les cartes postales de la Belle Époque et qui raccourcissait complètement les vues. Dans le projet, dans la conception d'origine, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur le tableau, la vue passe au-dessus du bosquet pour atteindre le fond de l'amphithéâtre végétal du bassin de Neptune et ensuite atteindre les crêtes du coteau du Chênay et vers Marly. Donc, définir également le projet d'architecture végétale. Qu'est-ce que l'on veut obtenir comme résultat? Ici en coupe, donc rétablir le principe de palissade qui existait autrefois. Ici en façade, et on voit donc bien ce jardin vraiment qui était conçu comme une architecture, c'est-à-dire que le végétal est un matériau que l'on travaille, comme on travaille la pierre, comme on travaille le marbre, même s'il est un matériau vivant, c'est un matériau auquel on va chercher à donner qui soient des formes conduites, qui soient des formes géométriques, qui soient des formes architecturées. Une fois le projet architectural définir la dynamique, je dirais l'ingénierie végétale, l'ingénierie forestière qui va permettre de mettre en œuvre cette architecture végétale. Donc là, on est à l'année de plantation. La lisière est constituée d'un petit arbre, d'arbustes bas et ici donc de ces cépets de noisetiers qui vont être en réalité, qui vont pousser la palissade vers le nord. Ici, après 10 ans de plantation, donc on voit comment tout ça se soude, mais comme l'arbre, il cherche toujours un petit peu à tirer vers le sud, et puis la façon dont progressivement tout ça va se souder, et à ce moment-là, les noisetiers qui sont coiffés pourront dépérir, ils auront joué leur rôle dans la dynamique. Donc on est vraiment dans un projet qui n'est pas un projet statique. Ça ne peut pas être un projet statique, c'est forcément un projet dynamique. Ça, c'est le dessin qu'on a conçu. Ce dessin date de 1992. Donc c'est avant de couper les arbres. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir comment tout ça a évolué dans le temps. Voilà les arbres juste avant l'abattage. L'abattage ici déjà conduit sur la partie, le côté est, il n'est pas encore conduit sur le côté ouest, c'est-à-dire qu'il y a la raie au milieu, mais il n'y a plus de cheveux à gauche et il y a encore les cheveux à droite. Et cet abattage, en même temps, il dégage des vues extraordinaires sur la façade du château qui surplombe le bassin de Neptune. On n'avait plus aucune co-visibilité, par exemple, entre le bassin de Neptune qui est là et la façade du château. Donc des nouveaux points de vue, de nouveaux espaces qui sont très, très spectaculaires. Donc l'abattage des deux côtés, vous voyez les quelques pauvres arbres maigrelets que dans un premier temps on avait essayé de sauver et on s'est rendu compte qu'ils n'avaient à vrai dire aucun avenir, vous les voyez ici. Donc un chantier qui est en réalité une sorte de verdun forestier au pied même du château et immédiatement le même hiver engager la replantation des boisements intérieurs. Avec plusieurs choix dans la définition de ces boisements. D'abord le choix de planter jeune, et de considérer que c'est là où on a les meilleures chances de reprise et les meilleures vitesses de croissance dans les premières années. Ensuite, le choix d'essences à moyen développement, c'est-à-dire choisir des essences qui ne vont pas monter à 25 mètres ou 30 mètres, mais qui vont plafonner naturellement à 15 ou 20 mètres de hauteur. Le choix également d'une palette large de végétaux, c'est-à-dire les arbres aujourd'hui sont soumis à toute une série de maladies diverses dans leurs différentes essences et c'est très dangereux d'avoir tous ces œufs dans le même panier. Donc on a voulu avoir une palette diversifiée avec ici du tilleul, du Tilia cordata, du petit tilleul des bois, du charme, de l'amélanchier et puis des variétés un petit peu plus
pas rares, mais je dirais qu'on a moins l'habitude de voir en foresterie, comme le charmeux houblon, Ostria carpinifolia, du Carpinus orientalis, de la serpe carpinifolia, etc. Donc un certain nombre de variétés, toujours un petit peu dans le, je dirais, de la famille du charme, entre la famille du charme et la famille de l'érable. La plantation des lisières, donc voyez comment le dispositif se met en place. La haie basse, que ici, côté nord, derrière la palissade, on a traité en arbustes persistants, les arbres-tiges, et derrière, les noisetiers qui sont plantés. Ici, la palissade au premier printemps, le premier printemps après la replantation. Donc on voit les vues qui se sont dégagées sur le château, et puis on voit encore là le rideau. Le rideau, lui, est traité entièrement en charme. 3 ans plus tard, donc on commence les premières tailles sur le rembat de végétaux, et les arbres-tiges continuent à monter. Et vous voyez les arbres à l'intérieur du boisement, même si on les a plantés très jeunes, ils ont déjà pratiquement, je dirais pas doublé, mais ils ont bien rattrapé les arbres des lisières. Et ici, on est 15 ans après la replantation. Hein. Donc vous voyez comment la mécanique végétale, comment elle se met en route, hein, et finalement la rapidité de l'effet qu'on peut obtenir 15 ans après le projet d'origine. Vérification également de la conformité par rapport aux archives. Donc on voit ces grands rideaux, on voit ces palissades, et finalement, très rapidement, on a obtenu ce résultat. Alors ici, on n'est pas encore à la hauteur objectif, on plafonne encore autour de 5,80 m ou 6 mètres, mais on est presque à 1 mètre de l'échelle objective, et ça 15 ans après la replantation. Et bien évidemment, c'est toujours intéressant de comparer avec le projet qu'on avait conçu à l'origine, hein, ce projet donc avec ces grands murs végétales, les frondaisons qui dépassent et le petit jeu de topiaires en alternance avec les fontaines. Et voilà le résultat donc au bout de 15 ans. Donc cet emploi, finalement, le bon fonctionnement du dispositif d'ingénierie végétale, avec aussi ce qu'on a souhaité, c'est afin d'éviter un choix, ce qu'on appelle mono-espèce, hein, c'est-à-dire d'une seule espèce, on a dans la palissade mélangé les espèces. On a 3 essences, on a Acer campestre, de l'érable champêtre, on a du charme et on a du tilleul, du cordata, du tilleul à petites feuilles. Et donc ce qui donne une matière un petit peu à la palissade, on évite un petit peu le risque de quelque chose de trop homogène, de trop austère, de trop triste, et on a un effet de marbrure entre les différents feuillages des différents végétaux qui ne débourrent pas tous en même temps, végétaux qui ne sèchent pas en même temps, hein, et ce qui donne cet effet de matière qui est finalement assez plaisant et qui vient bien en contraste avec le côté au contraire très strict, très sombre, très homogène, des ifs taillés en boule. Hein, donc vous voyez ces effets de matière et la façon dont le feuillage peut démarrer sur certains arbres plus vite que sur certains autres. Avec donc, on obtient au final et très rapidement une opacité visuelle qui permet de masquer les salles intérieures, qui permet de masquer ce qui se passe derrière ces rideaux. Donc voilà, donc, en ce qui concerne cette masse, ces grandes structures végétales, je dirais. Et maintenant, je voudrais rentrer dans le travail sur les bosquets. Avec, donc, dans ces 15 bosquets de Versailles que j'évoquais tout à l'heure, on a des phénomènes de conservation qui sont variés. On en a certains qui ont été conservés intégralement, d'autres qui ont totalement disparu, d'autres qui ont été conservés à moitié ou refaits en partie à neuf. Et donc, on hérite d'une série de compositions qui présentent des états contrastés, mais qui sont toujours très très bien documentés. Documentés d'abord par les archives écrites, documentés également par l'iconographie. Hein, ici, sur ce bosquet des Trois Fontaines, voyez la qualité des documents dont on peut disposer, avec cette organisation en 3 terrasses, un bassin octogonal, un bassin carré, un bassin rond, et qui est découpé, le passage d'une terrasse à l'autre se fait en haut par une cascade entourée de 2 gradins de gazon et en bas par un gradin de gazon entouré de 2 cascades, avec ces effets de rétrécie de perspective qui sont très très caractéristiques de l'œuvre de Lenôtre, et ces entrées en chicane, hein, qui se font toujours en biais et qui ne permettent pas de l'extérieur d'avoir une vue complète sur ce qui se passe à l'intérieur du bosquet.
Ici, un dessin de Rigaud, donc 18e, qui vous montre la précision de cette iconographie. Vous retrouvez les ifs, vous trouvez les différents niveaux de taille, vous trouvez les arbres qui sont laissés en forme naturelle, vous trouvez également tout le jeu sur l'hydraulique et les formes hydrauliques. Donc on a une archive, on a un document qui enregistre même la forme des jets d'eau. Et donc on peut recueillir ainsi énormément d'informations. Et surtout, en recoupant ces différentes informations, vous retrouvez ici les 3 bassins, les cascades, et puis les différentes formes de jets d'eau. Ici, une grande colonne d'eau de 140 jets. Ici, ce qu'on appelle un berceau d'eau qui est entouré par 4 lances. Et ici, une grande gerbe qui est elle-même entourée par 8 lances. Mais ce bosquet, malheureusement, il a totalement disparu, abandonné sous le règne de Louis XV, démantelé en partie à la Révolution et qu'on a fini de le démanteler sous la Restauration. Et donc le projet, le défi qui a été entrepris, et c'est à l'époque Jean-Pierre Bablon qui était directeur de l'établissement public du musée du domaine de Versailles, donc une personnalité tout à fait reconnue dans le monde de l'histoire de l'art. Et la décision a été prise de tenter l'exercice de reconstituer ce bosquet. Reconstitué en majeure partie avec un financement de mécénat et en exploitant bien évidemment ce qui pouvait rester sur le site. Il restait très très peu de choses apparentes sur le site, mais on avait derrière toute l'iconographie. Vous voyez le détail par exemple d'une cascade ici, avec son décor de rocaille, le détail d'une rampe de gazon, le détail également des coupes techniques que l'on pouvait conserver en archive, avec ici le corroi d'une cascade basse. Mais au-delà de cette iconographie, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que, et c'est je dirais une révélation des récentes campagnes de travaux qui ont été conduites sur Versailles, il existe aussi de très importantes archives du sol, et dont les investigations archéologiques qui ont été menées en préparation ou au cours des chantiers ont pu révéler la prodigieuse richesse scientifique et documentaire. Le sous-sol d'un jardin apparaît ainsi très souvent comme l'une de ses principales archives. Et simplement, en soulevant le tapis, en soulevant la moquette du gazon, on peut découvrir une part tout à fait fascinante de sa mémoire. Archives donc du sol, vous voyez ici donc la cascade que j'évoquais tout à l'heure, donc on retrouve tous les murs de fondation, tout ce qui n'en a pas été démonté à son abandon, mais archives du sol que l'on peut comparer aux archives écrites. Ici la même cascade, avec son étanchéité en argile, et en rose c'est la maçonnerie, en orange c'est l'argile, et on va superposer les documents d'archives et les relevés d'archéologie et découvrir que tout cela coïncide réellement, ce qui permet en même temps de crédibiliser l'archive. C'est-à-dire l'archive, ce n'est pas un projet, ce n'est pas une interprétation, c'est vraiment ce qui a existé à un moment donné. Donc on a un recoupement des indices et un recoupement des sources. Et puis ensuite, on passe au projet. Projet, je dirais... Est-ce qu'il y a un projet ? On se demande même si l'exercice, c'est pas au final de ne pas avoir de projet, et si le projet, ça serait pas de ne pas en faire. Le projet auquel on a été amené très progressivement, c'est de coller au maximum au projet ancien identifié et de voir finalement jusqu'où on peut pousser le défi, jusqu'où on peut pousser l'exercice. Voilà, ici en coupe, donc vous retrouvez les 3 terrasses, les différentes formes de jets d'eau, le travail donc sur l'étagement des palissades végétales, sur les formes hydrauliques, je vous les passe rapidement, le détail également sur la technique, les réseaux, mais là également, c'est assez étonnant, mais on a découvert un plan de réseau du XVIIe siècle avec toutes les sections de canalisation, alors que tous les ingénieurs s'arrachaient les cheveux parce qu'en réalité, des grands ensembles de fontaneries comme ça, fonctionnant de façon gravitaire, on n'en fait plus du tout. Ça fait au moins un siècle et demi qu'on n'en fait plus. Et finalement, les ingénieurs avaient beaucoup de mal à calculer le fonctionnement. Et simplement, en reprenant les sections anciennes, on sait que cette machine avait fonctionné, que cette machine hydraulique, c'est une machine énorme. Les fontaines de Versailles consomment aujourd'hui 6000 m3 d'eau à l'heure. Et quand on fait fonctionner les 3 fontaines, elle mange sur ce quota 2000 m3 à l'heure. Donc c'est une machine énorme, mais on sait qu'elle a fonctionné, et les sections de canalisation trouvées dans les documents d'archives ont été un document très très précieux. On les a respectées très fidèlement en les complétant de certains dispositifs
de sécurité ou destinés à faciliter la maintenance. Mais vous voyez, même le projet de tuyauterie, il est du XVIIe siècle. Un travail sur l'esthétique des jeux d'eau, donc travail ici qui est traité en images de synthèse, et puis bien sûr le projet qui est celui des détails d'exécution. Ici, la cascade supérieure avec sa grande coquille qui en constituait le motif central. Les travaux avec un parti très très franc qu'on a adopté, c'est de dire que pour tous les ouvrages enterrés, les ouvrages non visibles, il fallait recourir aux matériaux modernes parce que les matériaux anciens avaient montré sur la durée leur fragilité et que pour des questions de maintenance, pour des questions de fonctionnalité, pour des questions d'entretien, il n'était pas question de reconstituer les matériaux et les ouvrages anciens, à part les sections de canalisation que j'évoquais tout à l'heure. Les fondations ont été traitées en béton, les étanchéités ont été traitées par des enduits étanches, et les réseaux ont été traités principalement en inox pour tous les ouvrages cachés. Donc vous voyez, en termes d'authenticité, on a abandonné, je dirais, le critère d'authenticité du matériau pour les ouvrages souterrains. En revanche, pour les ouvrages apparents, donc c'est là l'alternance, c'est un débat que les étudiants de Chaillot connaissent bien, sur le visible et l'invisible. Est-ce qu'on traite pareil ce qui se voit et ce qui ne se voit pas? Ici, on a pris un parti net, et de dire que les parties visibles devaient être traitées avec les matériaux anciens, mis en œuvre avec les techniques anciennes, alors qu'en revanche, pour les parties cachées, on pouvait adopter d'autres techniques. La grande coquille, le motif central, donc elle était au XVIIe siècle en plomb sur une ossature de fer forgé. Bien évidemment, tout cela prenait l'eau, fuyait, les ossatures en fer forgé s'abîmaient. On a pris le parti donc de faire une ossature en acier inoxydable avec une coque intermédiaire en cuivre, mais pour les parties terminales, d'avoir une finition en plomb. Donc vous avez ici des vues qui sont les différentes phases d'élaboration de ce motif à la fonderie de Coubertin. Le buffet d'eau du bassin octogonal, donc même chose, structure intérieure en béton et habillage en rocaille, avec, comme toujours, là on est toujours comme dans le reste du domaine des monuments historiques, avec cette disparition des matériaux anciens, donc retrouver les matériaux anciens. Ici, donc une carrière que l'on connaissait par les textes être du côté de Montfort-l'Amaury, et on a retrouvé une carrière dans les environs de Montfort-l'Amaury, où on retrouvait encore ces concrétions totalement naturelles, ce n'est pas du tout un objet sculpté, c'est un objet tout à fait naturel, et qui traditionnellement porte le nom, l'appellation traditionnelle de gogotte. On appelle ça une gogotte, personne ne sait pourquoi, mais ça s'appelle comme ça. Et vous voyez par exemple les tuyaux en plomb qui sont ici sont traités, enfin les ouvrages de fontainerie visibles sont traités en plomb suivant le matériau d'origine. Décor de coquillage, alternance de rocailles, de coquillages venant de l'océan Indien au XVIIe siècle, venant encore aujourd'hui de l'océan Indien, donc ici des casques et ce qu'on appelle des strombes, et des végétaux qui sont encore autorisés à la collecte par les lois internationales sur la biodiversité, mélange donc de coquillages exotiques et d'huîtres qui viennent des plages normandes et qu'on a retrouvés dans les fouilles, donc on n'a rien inventé. Des morceaux également de verre coloré qui sont destinés à imiter le corail. Ensuite, l'étanchéité des vasques. Le travail, donc ce travail sur les techniques anciennes de soudure avec ici ce qu'on appelle une soudure à la louche, comme on les faisait au XVIIe siècle, et qui donne ces effets de côte. C'est une soudure qui se fait avec un instrument de plombier qu'on appelle le fer-mahon, qui sert à repasser la soudure encore chaude. Ici, donc, le jet supérieur. La reconstitution également de ces faux nénuphars en tôle de cuivre qu'on voit sur les documents d'archives et qui permettaient de dissimuler les ajutages. Ici, vous le voyez en fabrication, ici en pose. Et puis, toujours dans cette quête sur les matériaux d'origine, retrouver les marbres. Ici, nous sommes dans la carrière d'origine des marbres de Versailles, donc marbre du Languedoc. C'est la carrière de Caunes-Minervois, dans l'Aude, qui est en partie inexploitée. On a pu la remettre en exploitation pour sortir quelques mètres cubes du marbre rose dont on avait besoin, en choisissant bien le veinage. Donc voici le marbre en débit, en bas le marbre qui arrive sur le site. Le décor d'écailles de Meulière, on a repris la technique ancienne de tringles métalliques
avec des écailles de meulière qui sont pannetonnées, qui sont suspendues après ces tringles et qui viennent se superposer comme des écailles de poisson. Vous les voyez ici. Et donc, vous voyez la façon dont ces différentes matières tout à fait variées viennent s'assembler, se conjuguer avec des oppositions qui sont tout à fait étonnantes, mais qui sont vraiment caractéristiques de tout ce qu'on trouve dans les bosquets de Lenôtre, c'est-à-dire l'opposition entre des matériaux très très nobles, comme le marbre, qui valait très très cher. Il fallait qu'il passe par le canal du Midi, par Bordeaux, par Brest, par Le Havre, par Rouen, avant d'arriver au port de Paris et d'arriver à Versailles. Alors que les meulières, on allait les chercher dans la vallée de Chevreuse, et les gogottes, on allait les chercher à Montfort-l'Amaury. Donc, vous voyez ce mélange de matériaux variés, ce mélange d'esthétique. Les treillages qui définissent toute l'enceinte périphérique du bosquet, les gazons qui arrivent, les eaux dormantes, le premier remplissage des bassins, les eaux jaillissantes, les premiers effets d'eau, quelque chose de très, très émouvant de voir pour la première fois l'eau revenir 200 ans après sur ce site. Bien sûr, la fantaisie, le côté tout à fait feu d'artifice de ces jeux d'eau qui fonctionnent de façon très complexe, c'est-à-dire que les bassins supérieurs alimentent les cascades, mais les jets qui montent plus haut que les cascades sont alimentés séparément à partir des grands réservoirs. Donc on a toute une tripaille qui est tout à fait compliqué, et on voit très bien ici ce déversement des cascades, la colonne supérieure, et puis aussi un phénomène qui est tout à fait spectaculaire, c'est bien sûr les jets d'eau, c'est un phénomène visuel, mais c'est aussi un phénomène auditif, c'est-à-dire que quand le jet d'eau se met progressivement en fonctionnement, on a un bruit qui monte, etc., et qui devient un moment extrêmement bruyant avec ces 2000 mètres cubes à l'heure qui passent dans les tuyaux, et puis à la fin, vous avez les jets qui redescendent, et puis le bruit qui se réduit, et qui va au silence. Et donc on voit comment on a un bosquet qui est une œuvre statique, et puis qui d'un seul coup prend un côté vivant et qui se referme après. Et donc ça, ce sont des effets qui sont vraiment des effets théâtraux, avec, bien sûr, je parlais tout à l'heure dans les contrastes de matériaux, le côté, l'eau qui vient mouiller les coquillages, qui vient en révéler les couleurs, qui vient en faire apparaître les fantômes de masques. Voilà donc le bosquet tel qu'il se présentait avant les travaux, voilà tel qu'il se présente aujourd'hui. Et on voit donc la façon dont, finalement, grâce à la richesse de la documentation, on arrive à avoir une concordance la plus fidèle possible avec ce qui a existé. On retrouve, comme sur le dessin du début, les trois bassins, les cascades et les jeux d'eau. Et on voit comme, finalement, ce jardin, il retrouve tout naturellement sa place, ce bosquet, il retrouve tout naturellement sa place dans la grande composition ample des jardins de Versailles. Autre bosquet sur lequel on peut passer rapidement, donc le bosquet d'Encelade, où le même exercice a été tenté, un bassin central, une galerie octogonale de treillage, une galerie centrale et également petite fontaine, j'oubliais les petites fontaines, les 8 petites fontaines de rocaille. Tout cela disparaît en 1705. Mansart, l'architecte, détruit le travail du jardinier, le nôtre, des vieux règlements de compte. Vous voyez que les choses n'étaient pas forcément tellement différentes autrefois. Et voilà l'état du jardin tel qu'il était en 1990, avec seul vestige, seul survivant, la statue d'Encelade. Statue d'Encelade donc, qui représentait le centre de cette composition. La voici ici, donc une œuvre tout à fait spectaculaire au milieu des rocailles. Et vous voyez que chaque élément de documentation nous donne des informations, ici sur des vases, sur des taupières taillées en forme de vase et des vrais vases en cuivre doré qui viennent sur la galerie de treillage avec des plantes grimpantes fleuries qui viennent en recouvrir les berceaux. Bien sûr, investigation archéologique, donc on s'aperçoit que finalement tout ceci, toute une bonne partie de la structure du bosquet est encore sous place, sous terre. On retrouve les canalisations, on retrouve ici ces plots de maçonnerie qui sont les fondations des arceaux de treillage. On voit très très bien dans cette documentation les petites fontaines, les gradins, la statue centrale, la forme des jets d'eau, les taupières. Travail d'analyse de ces archives, et ensuite on passe à l'avant-projet. Vous voyez comment, finalement, ici, on a une telle qualité de documentation qu'on arrive à enchaîner très très facilement l'archive et le projet. Projet ensuite qui passe en phase d'exécution, détail d'exécution.
redécouverte également des techniques anciennes de confection des treillages, ici le traité de Roubaud, qui est un traité du XVIIIe siècle, organiser la fabrication du chantier, monter les treillages, restaurer aussi la statue, parce que restaurer, cela peut être bien sûr reconstituer ce qui a disparu, mais c'est en premier lieu, c'est ça la base de notre métier, conserver ce qui existe, et cette grande statue, ces grandes figures donc, qui s'étaient beaucoup déformées, dont on a refait la structure intérieure, et ensuite dont on a rétabli toute la dorure et qui vient retrouver sa place au milieu du bosquet. Les fontaines elles-mêmes, même approche que pour les trois fontaines, donc tout ce qui est caché est traité avec des matériaux modernes. Ici la cascade, la fontaine, ici les canalisations, et ensuite vient le revêtement en rocaille, les ouvrages terminaux en plomberie avec les métaux traditionnels, le travail sur la taille des ifs. Donc reconstituer les topières à partir des dessins anciens. Et voilà le travail achevé. Donc vous voyez ici les cascades, les petites fontaines recouvertes de leur décor de rocaille. La végétation qui peu à peu prend sa place, qui devient un peu envahissante, et c'est bien volontiers qu'on l'accueille, avec bien sûr une sorte de dialogue entre l'architecture et le végétal, un dialogue entre ce qui est taillé et ce qui est flou, un dialogue entre l'ordre et le désordre, entre la rigueur et la fantaisie, entre à l'extrême la raison et la poésie. Vous vous rendez compte dans ces objets tels qu'ils pouvaient être conçus à cette époque, on avait toute une série d'effets extrêmement riches, extrêmement subtils. Vous voyez donc quelques vues de printemps, des petits bancs qui permettent de s'asseoir confortablement sous les treillages, et puis c'est cette espèce de jeu, de mime entre le végétal qui veut imiter la forme du vase et qui a même plus que le vase puisqu'il a des anses. Le berceau donc, qui permet de se promener à l'ombre dans les senteurs des plantes odoriférantes. Les eaux également, c'est cet effet d'eau dormante qui joue un reflet ici un petit peu glauque, un petit peu infernal, qui est en rapport avec, je dirais, la thématique de la statue, et puis jeux d'eau qui deviennent jaillissantes. Et donc, bien évidemment, cet exercice, ce n'est pas forcément un exercice uniquement pour le plaisir, mais il vise avant tout à permettre au public de comprendre aujourd'hui la richesse et la qualité de cette œuvre du passé, mais aussi je dirais, d'en ressentir le plaisir et l'émotion sensuelle et l'émotion esthétique. Donc, dans ce programme d'avancement sur la restauration des jardins de Versailles, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, tout ce qui est en vert est déjà replanté ou restauré, et actuellement, nous attaquons demain matin le programme de replantation déjà de toute la partie boisée de ces bosquets qui sont au sud. Et devant de tels documents, on se rend compte en réalité qu'on est dans ces documents anciens devant de véritables partitions. Et je voudrais revenir ici à cette question de l'authenticité qu'on évoquait tout à l'heure, mais aussi à celle de ce délicat passage de l'histoire à l'objet, de la connaissance du passé au projet que nous avons à mettre en œuvre aujourd'hui. Et on constate qu'au prix d'une documentation précise, au prix d'une collecte et d'une analyse de cette documentation, mais également au prix d'une rigueur et d'une déontologie d'approche analogue à celle que l'on peut exiger pour un autre objet patrimonial, quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'un tableau, qu'il s'agisse d'une sculpture, d'une cathédrale, d'un site archéologique, passer plus ou moins directement de l'archive du jardin au projet de jardin peut constituer un exercice finalement assez facile. Il existe en effet une indéniable mémoire du site, par ses terrassements, ses nivellements, son hydrologie, son archéologie ou son écosystème. Et bien souvent, le jardin, pour peu que l'histoire en ait bien été étudiée et prise en compte, le jardin peut remettre assez facilement ses deux pieds dans ses deux sabots. L'archive est bien souvent comme une partition oubliée, mais qui n'attend qu'à être jouée à nouveau. Ici, donc, cet exemple, c'est le bosquet du Dauphin, le premier bosquet créé par le nôtre en 1663 à Versailles, totalement rasé en 1774 et à nouveau totalement recréé en 1999 à l'identique de son premier état. Et voyez comment tout cela finalement se superpose très très facilement. Autre exemple,
le parterre de l'orangerie où le même exercice a été récemment conduit, donc l'orangerie qu'on voyait tout à l'heure, avec ces parterres de ce qu'on appelle de pièces coupées de gazon, parterres qui avaient disparu à la Révolution pour être remplacés sous l'Empire par des parterres différents, avec des parties centrales en gazon, des bordures de buis et des remplissages de vivaces qui étaient très très difficiles à entretenir et qui faisaient en permanence, je dirais, râler les jardiniers. Bon, quand les buis ont commencé à être vétustes, quand les jardiniers en ont vraiment eu assez de dépenser tellement de temps pour entretenir ces vivaces qui fleurissaient 3 semaines au mois de juin dans l'année, on a étudié les différents états successifs de ce parterre et finalement, on s'est rendu compte que la solution la plus simple, mais également la plus économique en termes d'entretien, c'était de revenir à l'état du XVIIe siècle avec simplement ces pièces coupées de gazon. Donc, il ne faut pas penser que la restauration d'un jardin historique, c'est toujours un surcoût, ça peut être aussi un gros facteur d'économie. Donc, le parterre, vous le voyez, on a retrouvé sans difficulté les motifs de l'époque, on les a simplement complétés par ce qu'on appelle des voliges en métal qui sont là uniquement pour faciliter la tonte. C'est quelque chose qui se tond facilement avec une petite tondeuse sur coussin d'air. On a rétabli également tout l'accompagnement de taupières, les cyprès identifiés aux angles des parterres, et on voit comment en hiver les taupières sont tout seuls, et puis en été ils sont accompagnés par les caisses de rangée. Et donc, quand le jardin a disparu, quand la page est à nouveau blanche, finalement, est-ce qu'on a le droit de réécrire sur cette page blanche? Et qui plus est, est-ce qu'on doit vraiment réécrire ce qui a été écrit à l'origine? Pour le végétal, on l'admet en général en considérant qu'à la différence des autres, le végétal serait un matériau par définition éphémère. Mais dans un jardin, tout est exposé au climat, à ses intempéries, au soleil, à la pluie, à la neige, au gel, et année après année, siècle après siècle, si certes le végétal disparaît, le minéral souffre tout autant, se dégrade et peut lui aussi progressivement se détruire, tel ici le marbre des statues. Marbre des statues qui commence à atteindre aujourd'hui un tel état de dégradation qu'on a mis en œuvre un programme de remplacement progressif de ces statues par des copies, par des moulages. Donc dans une vue comme ça, les charmilles des bosquets ne sont plus celles qu'a connues Louis XIV, le sable des allées non plus, la pierre des emmarchements non plus, ni non plus l'eau des bassins, ni leur margelle de marbre, ni même aujourd'hui la statuaire. Et donc avec le temps, qu'il s'agisse du végétal ou du minéral, que le processus soit plus rapide ou plus lent, finalement, avec le temps, tout s'en va. Et on peut se poser la question de savoir si, en conséquence, les jardins de Versailles ne seraient pas alors aujourd'hui qu'un faux, qu'une gigantesque escroquerie, qu'un pur produit uniquement fabriqué pour produire du chiffre de fréquentation touristique. Personnellement, je ne le crois pas. Il faut considérer au contraire que l'authenticité d'un jardin historique est d'un ordre différent. Elle n'est pas seulement matérielle et alors appelée à s'effacer avec la disparition successive, lente ou rapide, de ces différents matériaux. Elle est également conceptuelle et relève de la forme, elle relève de l'idée et de l'œuvre intellectuelle, et qu'on le veuille ou non, sa transmission aux générations futures ne peut se faire que par le renouvellement, certes le plus lent possible, le plus continu possible, le plus précautionneux possible, mais remplacement néanmoins inexorable de sa matière altérée par une matière neuve. Et ceci, que ce soit aussi bien pour les parterres que pour les statues. Donc c'est la transmission de l'œuvre par le renouvellement de la matière, la transmission d'une œuvre qui paraît donc tout autant comme objet que comme concept, à la fois patrimoine matériel et patrimoine immatériel. Conserver, cela peut être ainsi vouloir dire renouveler. Et il y a une phrase, je ne sais pas de qui est cette citation, mais elle s'applique très très bien au jardin. Cette phrase, elle dit « Il faut que tout change pour que rien ne change ». Et on est bien là, au cœur du sujet. Quelques minutes maintenant pour parler de Trianon, où vous verrez... Alors Trianon, c'est quelque chose de tout à fait différent. Le jardin anglais de Trianon pose d'emblée une problématique qui est radicalement différente de celle du jardin à la française de Versailles. On a des époques distinctes,
on a des esthétiques qui sont radicalement opposées, on a des palettes botaniques qui sont tout à fait différentes. Dans le jardin de Versailles, ce sont des essences indigènes, alors que et un faible nombre d'essences indigènes, alors que dans les jardins de Trianon, on a au contraire une palette qui est très très variée de végétaux rares. Et donc ce jardin, vous le connaissez, il est ici donc au nord du parc de Versailles. Il est créé par Louis XV et Madame de Pompadour, ou par Louis XV pour Madame de Pompadour. L'auteur de ce jardin, vous nous excuserez du peu, mais c'est encore un architecte, il s'appelle Ange-Jacques Gabriel, c'est pas n'importe quoi. Un jardin qui est conçu entre, d'un côté, un jardin d'ornement, de l'autre côté, un jardin de production. C'est un jardin physiocrate, un jardin encyclopédique, un jardin où on donne une place très très importante à l'expérimentation botanique et à l'expérimentation, je dirais, agricole. Également très très bien documenté. Ici le pavillon français, ici le petit Trianon qui sera construit un petit peu plus tard, construit par Louis XV pour Madame de Pompadour à l'emplacement de cet écran de treillage. Et puis Louis XV meurt fin mai 1774, et déjà au mois de juin, Marie-Antoinette prend possession du petit Trianon et exige qu'on lui crée à Trianon un jardin à l'anglaise. Et donc on va détruire en réalité toute la composante botanique de ce jardin. Ici on avait quelque chose que le roi Louis XV choyait amoureusement, son jardin botanique avec ses serres, etc., où il expérimentait le café, il expérimentait les ananas. Et Marie-Antoinette, elle va trouver tout cela très ennuyeux, ce jardin avec des étiquettes en latin totalement incompréhensibles, et elle va demander qu'on lui fasse quelque chose à la mode. Donc la mode, c'est un jardin anglo-chinois. Elle va demander à Antoine Richard, qui est le jardinier de Trianon, de lui concevoir un jardin, et Antoine Richard va lui produire ça. Et la reine, finalement, va trouver que ce projet, il est trop contorsionné, trop tordu, trop chinois, trop compliqué. Et on va demander au comte de Caraman, qui est un général, vous voyez les militaires dans les jardins, un général qui est réputé par deux choses, le jardin de son hôtel rue Saint-Dominique, et puis le jardin de son château de Roissy, Roissy en France. Quand vous passez sur l'autoroute du Nord, juste en face de l'aéroport, vous avez deux grands cèdres. Ces deux grands cèdres, ce sont les derniers vestiges du jardin anglais du marquis de Caraman. Donc Caraman va faire un premier projet qui va être tout de suite accepté par la reine. Le bon d'exécuter est signé par la reine le 15 juillet 1774 à Marly. Et puis très vite, le général, il va se faire doubler par des gens beaucoup plus redoutables. Ils sont trois. Le premier, encore un, c'est un architecte, c'est Richard Mick. Le deuxième, c'est un peintre, c'est Hubert Robert. Et le troisième de la bande, celui qui suit derrière, c'est Antoine Richard, c'est le jardinier de Trianon. Et donc, ils vont concevoir bien sûr un projet. Vous savez ce que c'est qu'un jardin à l'anglaise, donc la perte complète de la symétrie, plus aucune allée droite, des grandes perspectives ouvertes vers les profondeurs du jardin, tout un travail sur la sinuosité, tout un travail sur la ponctuation des fabriques, je ne détaille pas. Et ces fabriques donc dans une palette variée. Ici, le jeu de bague chinois qui est posé juste à côté. On a le chef-d'œuvre du néoclassicisme, la dernière œuvre de Ange-Jacques Gabriel, et sans doute sa plus belle. Et juste à côté, on va construire cette chose, cet extraordinaire jeu de bague chinois. Les archives nous donnent également des informations tout à fait précises sur le végétal, et en particulier sur tous les boisements, tous les peuplements, tous les arbustes, toutes les fleurs, tous les roseaux qui accompagnent cette plantation. Vous voyez la qualité et la quantité des informations qu'on peut recueillir sur un document de ce type. Vous retrouvez ici, au voisinage du Trianon, la petite pagode centrale du jeu de bague chinois. Ici, un tableau, encore lui, Hubert Robert, vu depuis les toits du petit Trianon, qui vous montre bien le jeu sur les couleurs du végétal, le jeu sur les hauteurs, la façon dont, au centre, la rivière est conçue en vue depuis la chambre du roi et la chambre de la reine, plutôt en vue depuis la chambre de la reine, pour faire son reflet juste dans la rivière anglaise. Bon, une autre vue de ce temple où on voit très très bien les végétaux qui l'accompagnent, des peupliers ici, des arbustes persistants, un saule pleureur, arbre du romantisme, de la mélancolie, de la réflexion sur le temps qui passe. On voit qu'il y a tout un message aussi, toute une dimension qui est totalement différente, avec dans tous ces documents qui viennent témoigner, il faut toujours se méfier des documents, il y a aussi des faux témoins. Vous avez un document qui vous dit certaines choses vraies pour les peupliers, pour le belvédère, pour le rocher suisse qui va être construit à côté du belvédère, mais ce pont
il n'a jamais existé, que dans ce dessin, il n'a jamais été construit. Donc c'est à moitié un dessin, à moitié un projet, et donc c'est un petit peu comme dans une enquête policière, il y a des gens qui vous disent toute la vérité, il y a des gens qui vous disent tout mensonge, et puis il y a des gens qui vous disent un peu de mensonge et un peu de vérité. Et c'est seulement en recoupant les témoignages qu'on arrive à la fin à savoir qui dit vrai et qui dit faux. Ici, on a quelqu'un qui dit tout à fait vrai, c'est le même d'ailleurs, hein, dans un tableau. On voit bien évidemment les informations qu'on recueille sur un document de ce type. Les peupliers ici, les sapins, le grand pin parasol, les peupliers que l'on retrouve là, peupliers encore ici, le saule pleureur qui est là. Hein. Donc on voit, et quand vous retrouvez les mêmes végétaux aux mêmes endroits sur 1, 2, 3, 10 documents, à la fin, vous pouvez penser que là, réellement, il y a eu, au XVIIIe siècle, un saule pleureur. Hein. Donc, vous voyez aussi quelque chose qui est tout à fait caractéristique du jardin anglais, c'est ce collage des esthétiques, hein, des fabriques qui ont des thématiques contrastées, et on est là vraiment, on n'est plus dans le baroque, mais on est vraiment là dans l'expérimentation de ce que sera l'éclectisme au XIXe siècle. Dans un deuxième temps, donc en 1786, la reine trouve que le jardin est trop petit et décide de l'agrandir par une deuxième partie, hein, et ce qu'on va appeler une fabrique rustique ou une ferme ornée, on dit parfois une ferme ornée, ce sera le hameau de la reine, donc cette dizaine de petites chaumières réparties autour de l'étang supérieur. Donc devant un tel ensemble, premier élément, on revient encore, d'abord établir le diagnostic. Donc diagnostic sur le végétal, hein, ici une photo qui date des années antérieures à 1990. Donc première chose à faire, ce qu'on appelle une critique d'authenticité, mais une critique d'authenticité qui doit porter sur ce couvert végétal. Relever des végétaux avec une identification, ici plusieurs couleurs, et en particulier en rouge, les grands arbres, les arbres identifiés comme étant du XVIIIe siècle. Donc sur un ensemble de 4000 arbres, on a encore 6 arbres du XVIIIe siècle. On a ici un grand cèdre du Liban, ici un Sophora japonica, ici un Juniperus virginensis, un genévrier de Virginie, là un grand if, ici un chêne chevelu, et puis ici un Lyriodendron tulipifera, donc qui est un tulipier de Virginie. Deux arbres qui viennent de Virginie, il faut avoir en tête que c'est la même époque, c'est la guerre où la France soutient la guerre d'indépendance américaine, la guerre des insurgents contre le pouvoir colonial anglais, et donc les arbres qui viennent de Virginie sont particulièrement appréciés à Versailles. On a en jaune les arbres qui ne sont pas du XVIIIe, mais qui sont à peu près à leur emplacement historique, avec par exemple ici la grande allée de Cercis silicastrum, d'arbres de Judée, et puis on a en vert les arbres remarquables, qui peuvent être Empire, qui peuvent être Louis-Philippe, qui peuvent être Napoléon III, mais qui ne sont pas aux emplacements qui étaient boisés au XVIIIe siècle. Donc on voit qu'en réalité, les arbres se sont un petit peu dispersés. Et donc on a voulu travailler plus en détail sur cette répartition des masses végétales et sur leur conformité aux états historiques. Donc le grand cèdre, le genévrier de Virginie, il a connu Marie-Antoinette, mais il a du mal à s'en remettre parce qu'il est particulièrement fatigué. Le Sophora japonica, et donc un exercice tout bête, pour un architecte c'est tout bête, on essaie de superposer le plan ancien au plan actuel, et puis on voit ce qui se passe. Et on voit très très bien, en rouge, on a tout ce qui était boisé au XVIIIe siècle, et puis en gris, on a tout ce qui est boisé aujourd'hui. Et on voit bien que l'un ne colle pas sur l'autre. Donc il y a une discordance entre ce qui existait autrefois, et on voit que la structure végétale, comme n'importe quelle structure bâtie, elle peut évoluer. Et donc on a voulu rentrer un peu plus en détail dans cette analyse, en superposant toujours le plan ancien au plan d'état actuel. Vous avez ici en noir, cette espèce de léopard, il a un sens. En noir, vous avez tout ce qui était boisé au XVIIIe siècle et qui est encore boisé aujourd'hui. En jaune, vous avez tout ce qui était boisé au XVIIIe siècle et tout ce qui n'est plus boisé aujourd'hui. Donc vous voyez comment, finalement, le vide a grignoté sur le plein. L'autre dessin, donc celui-là en vert et noir, vous avez en noir ce qui était boisé au XVIIIe et qui l'est toujours aujourd'hui, et vous avez en vert ce qui n'était pas boisé au XVIIIe et qui l'est aujourd'hui. Donc vous voyez que d'un autre côté, les pleins ont gagné sur les vides.
Et ça, c'est un enseignement, et quel que soit le jardin anglais que vous analysez, vous avez toujours le même phénomène. C'est-à-dire, dans un jardin anglais, il faut être conscient que les arbres bougent, les arbres se déplacent. C'est-à-dire que, alors ils ne se déplacent pas avec des pieds, mais simplement, quand les jeunes arbres sont étouffés sous les grands, quand les grands arbres meurent, eh bien, les jardiniers ne vont pas planter sous les arbres existants, ils vont planter dans les vides. Ce qui fait qu'on a d'un côté les pleins qui se vident, et de l'autre côté, on a les vides qui se plaignent. Pardon. Excusez-moi, les vides qui se remplissent. Voilà. Donc on a essayé d'analyser très très en détail ce phénomène. On a une dérive en plan, mais on a également une dérive en hauteur, c'est-à-dire les arbres, ils montent en chandelle, ils deviennent complètement disproportionnés par rapport au bâtiment. Et puis on a également une chose qui est très très spectaculaire dans cette dérive, c'est la dérive des hauteurs. Enfin la dérive des hauteurs, mais également, je dirais, en accompagnement de cette dérive des hauteurs, la disparition de tout le sous-étage arbustif. C'est-à-dire qu'avant, on avait des vues qui étaient cadrées, qui étaient orientées sur les fabriques, qui étaient bien ciblées. Et aujourd'hui, pouf, ces vues, elles se dispersent et on est dans une grande futaie où on voit tout à travers les troncs d'arbres et où la couche, la strate inférieure végétale a complètement disparu. Et puis, bien évidemment, des arbres qui vieillissent, des arbres qui peuvent devenir dangereux et qui, là également, sont totalement disproportionnés par rapport aux fabriques. Même démarche, définir le projet objectif. Et là, le projet objectif, c'est en particulier de rétablir tout ce sous-étage. Le rétablir ici, donc vous voyez les rapports de proportion entre le Petit Trianon et le jardin, toujours en permanence avoir cette compréhension de la relation entre le bâti et le non bâti. C'est une même composition, c'est pratiquement une œuvre qui est contemporaine et c'est très important de ne jamais en oublier la cohérence. Donc rétablir le sous-étage, reconstruire aussi, c'est un projet qu'on a entrepris, un certain nombre de fabriques totalement disparues mais extrêmement bien documentées, rétablir également toute la subtilité et tout ce caractère complètement réticulé des allées qui s'étaient beaucoup abattardies au cours du XXe siècle. Travailler également, remettre en eau la rivière anglaise, travailler aussi sur les Seines, prendre un certain nombre de vues bien documentées et essayer de comparer, on n'est pas seulement en plan, mais de comparer aussi en perspective, ce que pouvait être l'état d'origine au XVIIIe siècle et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Même chose ici pour le Temple de l'Amour, avec ici un arbre qui nous a posé beaucoup de problèmes, qui était un grand pin Laricio, un pin de Corse, planté sous l'Empire, et bien évidemment un pin de Corse sous l'Empire, dans la légende versaillaise, ça ne pouvait avoir été planté que par Napoléon. Napoléon, je pense que quand il était à Wagram, à Austerlitz, ou sous les murs de Moscou, il avait autre chose à faire que de planter des arbres à Trianon, mais c'est la légende de Versailles, elle a son charme, c'était un très très bel arbre, Bon, mais qui nous posait un problème parce qu'il n'était pas dans les dispositions d'origine et en réalité qu'il venait masquer complètement les vues réciproques entre le temple et le Petit Trianon. Donc le projet, le voilà, a été simplement, là encore également, de reprendre les dispositions d'origine avec en particulier ces grandes perspectives profondes qui traversaient le jardin, qui permettaient d'avoir des vues réciproques d'une fabrique à l'autre. Ce projet, bien évidemment, on n'allait pas tout couper, et donc il nécessitait une approche totalement différente de celle qu'on avait adoptée à Versailles. Une approche qui était en réalité étalée sur 30 ans. Donc on s'est dit, sur 30 ans, on ne va pas abattre les arbres, mais chaque fois qu'un arbre tombera, on se dira, est-ce que par rapport à l'état de référence qu'on vise, l'état de référence qu'on visait en cohérence avec le château, en cohérence avec l'ameublement du Petit Trianon, c'est l'état de référence à la fin de l'Ancien Régime. Donc, chaque fois qu'un arbre tomberait, on se dit, est-ce qu'il était dans une zone boisée au XVIIIe, on le replanterait, ou est-ce qu'il était dans un vide et on ne le replanterait pas. Et notre grand pin Laricio, il était là. Mais on en avait des dizaines et des dizaines qui nous posaient ce problème. Mais on avait défini ce phasage dans le temps, donc une restauration douce, écologique, subtile, étirée dans le temps. Et puis, patatras, au milieu de tout ça, le grand pin Laricio, vous le voyez ici, il avait encore 20 ans devant lui. Au milieu de tout ça, eh bien, on a eu la tempête du 26 décembre qui est venue taper là-dedans comme un jeu de quilles. Sur 4000 arbres, on en a 2000 qui sont tombés par terre. On a perdu un arbre du 18e, on en a encore 5. Vous voyez
le carnage, en réalité, qui a été effectué par la tempête dans cette composition qui était, même si elle avait beaucoup évolué, qui était extrêmement raffinée, extrêmement subtile. Et elle nous a amené finalement à mettre en œuvre un projet, bon, j'ai terminé dans 5 minutes, là après on posera quelques questions, un projet qui nous a permis de revenir très rapidement à ces dispositions du XVIIIe siècle, telles qu'on la connaissait par les plans, rétablir d'abord les éléments de base, c'est-à-dire l'étanchéité de la rivière anglaise. La rivière s'appelle rivière anglaise parce qu'on est dans un jardin anglais, mais c'est également une rivière anglaise, parce que son étanchéité est en argile, donc il y a un jeu de mots, donc une ambiguïté, on ne sait pas d'où vient cette ambiguïté, toujours est-il qu'elle existe. L'argile, c'est très bien, mais dès que c'est sec, ça fendille, dès que c'est gelé, ça fendille, et une fois que ça a fendillé, ce n'est plus étanche. Donc là, le parti qui a été pris a été d'établir, on est dans la même démarche, c'est-à-dire une étanchéité moderne, ici, une géomembrane dissimulée au fond de l'eau, et qu'on vient recouvrir avec l'argile d'origine, c'est-à-dire on récupère l'argile, donc l'argile qui était là reste là, simplement en dessous, il y a une petite feuille de plastique de 3 mm qui s'est glissée et qui assure l'étanchéité. La remise en eau des rivières, et donc ce jeu de reflets aussi très très poétique que la rivière joue dans le jardin, la replantation des arbres, tout, et en particulier les arbustes, on a replanté 50% des arbres, on a replanté 100% des arbustes, puisqu'il n'y en avait plus, la recomposition d'un certain nombre de scènes, ici l'entrée de la grotte, avec son saule pleureur, la restauration intérieure de la grotte, c'est-à-dire qu'on a travaillé d'abord sur le végétal, et ça c'est vraiment un principe qu'il faut toujours appliquer dans les jardins, le végétal doit toujours passer avant le bâtiment, parce qu'il lui faut plus de temps pour se mettre en place. Le retraçage des allées, vous le voyez ici, donc tout le réseau des allées qui a été reconstitué à partir des plans du XVIIIe, et la façon dont le végétal se met très très vite en place. Les peupliers que vous voyez là, quand cette photo a été prise, ils avaient 6 ans. Et donc on voit la façon dont tout ça, les roseaux avaient 6 mois. Donc le paysage se reconstitue. Attention également apportée au mobilier. Un petit détail qu'on connaissait par les plans anciens, une petite vigne, par les plans et par les vues, une petite vigne qui était au cœur de ce jardin anglais, une vigne qui produit aujourd'hui. Les bardiers rustiques, vous voyez, on est dans une esthétique qui est totalement différente de celle du jardin à la française, des vues du jardin. Également la remise en céréales de toute une série de champs qui étaient à l'intérieur du jardin, et ça c'est quelque chose qui a fasciné le public, de voir d'un seul coup, dans un jardin public, parce que Versailles est encore perçu comme un jardin public, de voir tout à coup des céréales comme si on était à la campagne. Et ce n'est pas une invention, ce n'est pas un délire de jardinier, ce n'est pas un délire d'architecte, c'est dans le plan de Richard Micke. Et on voit très très bien ces parcelles qui sont en culture et qui sont là pour donner encore plus d'authenticité à ce paysage rustique que la reine avait voulu au fond de ce jardin. Le retour des cultures, mais aussi le retour des animaux, donc retrouver cette ambiance agricole, cette ambiance fermière. Le travail, je dirais un travail classique de monument historique sur la restauration des fabriques, le temple, reprise de fondation par Micropieux, restauration des décors sculptés, remplacement de certains éléments de pierre de taille dégradés, réfection d'une couverture en plomb alors qu'elle avait été refaite en cuivre au XIXe, et plomb qui était peint entièrement en fausse pierre. On a repeint ces ouvrages magnifiques de plomb en fausse pierre, et fausse pierre qui est les dallages, la statuaire, qui était là pour donner cette image en réalité d'un temple tout blanc, comme s'il était de marbre, une sorte de fantôme un petit peu comme on le voyait sur les vues du Hubert-Robert. Travail ici sur la tour de Marlborough, où l'escalier qui avait été reconstruit 2 fois au XIXe siècle a été reconstruit une 3e fois à la fin du XXe, toujours d'après les documents d'archives. Travail également analogue sur le moulin, où on a reconstitué la roue et le petit cabinet sur l'eau. Un moulin qui avait été éprouvé par un certain nombre d'effondrements, avec bien évidemment toute une réflexion, cette idée un petit peu simpliste de dire que le végétal est éphémère et que le minéral et que le bâtiment dure sur la durée, dure sur le temps. C'est pas vrai, ce bâtiment il est reconstruit aujourd'hui à 60%. Voilà ce qu'il était en 1930 à gauche, voilà ce qu'il est aujourd'hui à droite. Et donc on se rend compte aussi que le bâtiment, le matériau minéral, le bois, etc., le matériau inerte a aussi une durabilité courte. Et si on avance dans le temps, plus ça va,
plus, tout se détruit, tout se disparaît, et on a une authenticité qui devient différente. Là, vous avez ici cette vue du moulin où vous avez en noir tout ce qui a été refait dans les années 30, vous avez en gris tout ce qui a été reconstruit sur le Premier Empire, et de maçonnerie du XVIIIe, il ne reste plus aujourd'hui que ça. Donc on a finalement 45-50% de la matière du bâtiment qui est la matière d'origine. Et à partir des documents d'archives sur ces fabriques qui sont absolument fascinants, hein. Pour le moulin, vous avez aux Archives nationales un descriptif qui est à peu près de cette épaisseur-là, 10 cm, qui détaille tout, les serrures, les vitres, les couleurs de peinture, etc. Et cette richesse nous a permis d'entreprendre un projet donc de reconstruction des éléments disparus, le cabinet sur l'eau, ici en chantier, ici reconstruit. Et on se rend compte en lisant un peu les archives que, par exemple, cette roue que vous voyez aujourd'hui, c'est la 8e roue qui existe là depuis Marie-Antoinette. Cette couverture en chaume que vous voyez là, c'est la 16e couverture en chaume qui existe depuis Marie-Antoinette. Et on voit que, par exemple, le rythme de conservation du chaume, hein, ce matériau du bâti, il est beaucoup plus court que le rythme de replantation des arbres. Hein. Et donc, finalement, végétal, minéral, bâti, jardin, tout cela, si on veut le transmettre aux générations futures, il faut en assurer d'une façon ou d'une autre le renouvellement de la matière. L'intégration donc du bâtiment au jardin, j'ai presque terminé parce que vous devez commencer à fatiguer. La ferme où on a tenté un exercice encore plus, je dirais, acrobatique. La ferme, bien évidemment, très très bien documentée, avec une traçabilité complète de sa construction progressive à partir de 1785 jusqu'en 1788, une espèce de dilatation maximale en 1788, et puis ensuite des destructions sous l'Empire au XXe siècle, et ensuite une reprise d'un programme de construction pour accueillir un projet tout à fait intéressant, qui est un projet d'une ferme pédagogique donc qui est concédée à une fondation qui s'appelle la Fondation Assistance aux Animaux et qui nous a permis de remettre des animaux à Trianon tout en faisant de l'accueil de scolaires et une sensibilisation du jeune public au monde animal. Donc on a reconstruit dans un premier temps les bâtiments en bleu et dans un deuxième temps les bâtiments en vert. On a pu les reconstruire justement parce qu'on avait des mémoires de travaux tout à fait détaillés, tout à fait précis, recoupés par l'archéologie. Vous voyez en orange ici, ce sont tous les bâtiments qui ont été reconstruits. Ceux-là avaient déjà été sérieusement démontés et remontés dans les années 1950. Vous avez ici en jaune tout ce qui a été reconstruit. Hein, c'était un chantier qui a été terminé il y a 2 ans. Ici avant travaux, ici après travaux. Et vous voyez par exemple là dans cette vue tout ce qui est à gauche de la vache. Hein, tout ce qui est ici à gauche de la vache, tout cela est neuf. Ici, tout ce qui est à droite de ce trait-là est neuf. Ici, tout est neuf. Et alors, c'est assez étonnant, c'est-à-dire que dans les mémoires de travaux, vous avez le nombre de colombages, les cotes des colombages, les dimensions des fenêtres, les dimensions des volets, la couleur jaune à l'huile des menuiseries, les vitraux au premier étage, les volets, les poutres, les linteaux peints en couleur bois pourri. Hein. Donc vous avez des mémoires qui sont très détaillées et qui sont, je dirais, presque hypnotisants par leur précision. Ici, quelque chose, tout est neuf ici. Le retour des animaux que j'évoquais tout à l'heure, le rôle bien évidemment pédagogique de la ferme dans cet ensemble de Trianon, et puis ce qui est aussi très intéressant à Trianon, c'est ce mélange des esthétiques, ce mélange des goûts, c'est-à-dire ce goût que la reine pouvait avoir aussi bien pour aller voir ses moutons que pour assister à des pièces de théâtre ou jouer elle-même sur la scène au théâtre. Le théâtre a été restauré en 2001 avec le mécénat du World Monument Fund, hein, et vous le voyez ici après restauration. Donc on voit la variété des esthétiques, la variété des matériaux, la variété des décors, ici pavillon français, avant travaux, après travaux. Enfin, le dernier projet qu'on mène actuellement, donc sur la restauration du pavillon frais, donc une opération mécénée par les American Friends of Versailles, donc, où ici on a un bâtiment donc construit en 1750, une galerie de treillage, un parterre, 2 bassins, une composition bâtie comme jardin, qui est également une œuvre d'un architecte, c'est Angela Gabriel. Le dessin très connu, attribué à Langelin. Langelin, c'est le treillageur qui l'a réalisé. On voit donc ce pavillon de maçonnerie
entièrement habillé en treillage, et puis ces arcatures qui viennent ceinturer des arbres taillés en boule. Donc on voit, il y a une imbrication complète du végétal et du bâti, hein, le bois vivant, le bois mort du treillage, donc le vivant et le mort qui s'assemblent, hein, le bâti et le végétal, donc une imbrication des différents matériaux, des différentes esthétiques également. Ce qui est toujours fascinant à Versailles, c'est cette précision des mémoires, le mémoire de Langelin, où il donne absolument tous les détails de motifs de treillage, les dimensions, les motifs des vases. Et donc, une première reconstruction de ce bâtiment. Le bâtiment est démoli en 1809 par Napoléon. Première reconstruction en 1980, un petit peu à l'économie pour les treillages et qui commençait à se dégrader. Donc, on revient dans une démarche de projet. Des fouilles, une fouille qui nous révèle un bassin avec toute une mosaïque de pavés, pavés de grès et pavés de silex. Le projet, donc il n'y a pas de projet, c'est revenir à ce qui existait, hein, en plan, en élévation, les arbres, les orangers, le pavillon de treillage, les bassins, les parterres, le projet d'exécution, le projet réalisé, hein, le détail des treillages. Et donc pour conclure, je dirais simplement que ce sur quoi je voudrais vraiment qu'on insiste aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de passer directement, il ne faut pas avoir peur de sauter ce pas, hein, qu'il peut y avoir entre le bâti et le non-bâti. Je pense que vous soyez architecte, jardinier, paysagiste, tous propriétaires de jardin également. Je pense que le bâti, le végétal, c'est la même chose, c'est différent, mais c'est aussi la même chose. Ce sont des œuvres complètes et les compétences peuvent passer relativement facilement, à condition qu'on prenne le temps, qu'on ait la méthodologie, on peut passer assez facilement de l'un à l'autre. Et je crois qu'il faut rappeler donc, que le jardin est une œuvre fragile et qui peut, à un moment ou à un autre, la page peut devenir à nouveau blanche et qui ne peut survivre, qui ne peut passer aux générations suivantes que par ce renouvellement de préférence continue, mais renouvellement et qui peut être éventuellement séquencé, hein. Et donc insister sur cette idée que le jardin est à la fois une œuvre concrète et une œuvre conceptuelle, c'est à la fois un objet et un projet, c'est à la fois une matière et un principe, c'est un patrimoine qui est à la fois matériel et immatériel et qui, comme pour une œuvre musicale, hein, c'est un parallèle que je fais souvent avec la musique, peut être joué plusieurs fois. La question posée est donc, comme pour une œuvre musicale, d'abord celle de la précision de la documentation, hein. La précision de la documentation constitue la véritable partition de l'œuvre, hein, comme la partition de musique permet d'interpréter l'œuvre. Deuxième notion, c'est celle de la faisabilité. Apprécier la faisabilité. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est impossible de refaire l'objet traité comme il était, hein. Ce n'est pas toujours possible, c'est même assez rarement possible, et quand c'est possible, il ne faut pas hésiter à le tenter. Et c'est enfin, troisième donnée, je dirais, le critère de qualité de l'interprétation. Et cette qualité, elle exige bien une fidélité scrupuleuse et maximale, tant à l'esprit qu'à la lettre de l'œuvre à transmettre, pour en respecter, mais aussi pour en révéler dans toute son authenticité, tout à la fois, bien sûr, l'abondance de la connaissance accumulée à son propos, le talent créatif de ceux qui la conçurent autrefois, hein, c'est l'œuvre d'artistes qui sont morts il y a 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, l'œuvre d'artistes sur lequel on intervient, et quand on intervient sur la Joconde, hein, c'est comme quand on intervient sur un jardin de Jacques Gabriel, on doit avoir le même scrupule, la même rigueur. Mais c'est également la capacité de cette œuvre à générer encore aujourd'hui pour nous l'expérience sensorielle et l'émotion esthétique. Et c'est bien là la difficulté de l'exercice, mais c'est là ce qui peut la rendre d'autant plus passionnante pour vous, et je ne pourrais que vous inviter à tenter l'exercice. Merci.